J'étais une jeune femme de 20 ans à l'époque, sur le point de quitter, 2 semaines plus tard, la maison de mes parents pour emménager dans mon propre appartement. Un mercredi matin, vers 10h, pendant les vacances d'été, je ne travaillais pas ce jour-là. Du coup, je profitais encore de mon lit alors que mes parents étaient partis travailler plus tôt ce jour-là. À l'époque, ma chambre était au sous-sol. Ma fenêtre se situait juste à côté de l'escalier menant à la porte d'entrée. Le bruit de quelqu'un qui montait les escaliers me réveilla. J'ai pensé que c'était bizarre, alors je me suis levée. J'ai pris mon téléphone et je suis montée au rez-de-chaussée pour essayer de découvrir de qui il s'agissait. Une fois à l'étage, j'ai vu par la fenêtre de la cuisine un homme qui quittait notre cour et retournait sur le trottoir. J'ai pensé que c'était probablement un vendeur en porte-à-porte. Et cela me soulagea, jusqu'à ce que l'homme fasse demi-tour, retourne dans notre cour et a commencé à marcher vers le côté droit de notre maison où il y avait une porte menant à la cuisine, l'endroit même où je me trouvais. L'homme frappa à la porte et demanda s'il y avait quelqu'un à la maison. En y repensant, j'aurais dû dire « oui » par la fenêtre, mais j'étais si effrayée et confuse que je n'ai rien dit. Il est ensuite retourné dans la cour avant de rejoindre le trottoir et a commencé à s'éloigner. J'étais soulagée et je me suis dit que, finalement, ce n'était peut-être qu'un ami de mon père que je ne connaissais pas et que, peut-être, qu'il le cherchait. Cela ne me semblait pas correct, mais j'essayais de trouver une raison à la présence de cet homme autre que de vouloir entrer par effraction. Au moment où je pensais que l'homme était très loin, je l'ai vu revenir et marcher vers le côté gauche de ma maison, vers l'arrière-cour. J'ai eu très peur à ce moment-là et j'ai su qu'il voulait entrer dans ma maison. Je me suis rendue à la porte d'entrée et l'ai verrouillée puis a attendu quelques secondes. J'ai commencé à entendre quelque chose qui coupait la moustiquaire de la fenêtre de la chambre de mes parents. À ce moment-là, je tremblais littéralement de peur. J'ai ouvert la porte d'entrée sans bruit et j'ai couru hors de la maison en appelant le 911. Au bout de 5 minutes, la police est arrivée. Mais malheureusement, le gars s'était enfui et ils n'ont jamais réussi à le retrouver. Il est inutile de préciser que j'étais terrifiée pendant les 3 premiers mois où j'étais seule dans mon premier appartement. C'est arrivé il y a seulement 1 mois et ça ne me fait plus vraiment peur maintenant. Ça me fait juste penser constamment à ce qui pourrait se passer si... Je suis à l'université et je vis toujours avec mes parents et ma sœur aînée. Pour mes parents et ma grande sœur, c'était les vacances de printemps. Et mes parents sont partis en voyage, tandis que ma sœur et moi sommes restés seuls à la maison. 2 nuits après que mes parents aient quitté la ville, j'étais seule à la maison parce que ma sœur était sortie avec son petit ami. Il était environ 5 ou 6 heures, et j'ai décidé d'aller m'entraîner parce que je m'ennuyais vraiment et que j'en avais besoin. J'habite à moins d'1 kilomètre de mon université, alors j'ai utilisé leur salle de sport parce que c'est très proche. J'allais y faire mon jogging comme je le fais d'habitude, mais j'ai changé d'avis juste avant de partir car je ne voulais pas rentrer à pied de la salle de sport. Je savais que je serais très fatiguée si je faisais ça. J'ai donc pris mes clés et j'ai décidé de conduire jusqu'à la salle de sport. J'ai franchi la porte d'entrée et je me suis arrêtée 1 seconde parce que j'avais oublié de verrouiller la porte d'entrée et la porte de derrière. Ma mère est vraiment paranoïaque à propos de la fermeture des portes et des fenêtres parce qu'elle a peur qu'un fou entre par effraction, nous blesse ou pire, nous tue. Elle me dit toujours de fermer la porte à clé, mais je le fais rarement, surtout si je quitte la maison pour une courte période de temps. Cette fois-ci, pour une raison ou pour une autre, j'ai eu le sentiment que je devais verrouiller les portes. Alors je suis retournée à la maison et j'ai verrouillé la porte arrière. Je me suis assurée de verrouiller la porte d'entrée également. Puis je me suis rendue jusqu'à la salle de sport et j'y suis restée pendant environ 1h30. Peu de temps après mon arrivée, j'ai eu un mauvais pressentiment qui m'a retourné l'estomac et m'a rendue anxieuse. Au fait, je fais aussi de la paranoïa à propos de diverses choses, comme ma mère, mais c'est différent. Pour une raison étrange, j'avais cette idée macabre que ma maison prenne feu et que personne ne puisse venir sauver mon chien parce que j'avais verrouillé les 2 portes. Mais ça me passe vite. Ou ça me donne envie de rentrer chez moi. C'est l'un ou l'autre. J'ai fini par partir et je suis rentrée chez moi en quelques minutes. Ma maison n'était pas en feu, c'est ce que je savais, au fond de moi. Elle n'avait aucune raison de l'être. Je suis sortie de la voiture et je me suis dirigée vers la porte d'entrée. J'ai sorti les clés pour l'ouvrir. Mais avant même d'avoir pu la déverrouiller, j'ai aperçu une serviette brune qui était installée autour de la poignée de la porte. J'ai immédiatement pensé au récent empoisonnement au fentanyl et à la façon dont il y avait des serviettes et des billets de banque enduits de fentanyl provoquant une overdose à ceux qui les touchent. Je ne l'ai pas touché. J'ai appelé mes parents parce que j'ai commencé à avoir peur et que je ne savais vraiment pas ce qu'il fallait que je fasse. Ma mère était naturellement effrayée et elle m'a dit de ne pas y toucher. J'ai parlé avec mon père et, les hommes étant des hommes, pour lui, il n'y avait pas de danger. Il a essayé d'être logique et m'a dit que quelqu'un avait dû mettre une annonce sur la poignée de la porte et qu'une autre personne avait dû l'arracher. Je les ai alors contactés par messagerie instantanée
et je leur ai montré ce à quoi elle ressemblait. Ce n'était clairement pas une publicité. Ça ressemblait à un sac en papier épais. J'ai également pris soin de leur dire que j'avais verrouillé la poignée de la porte avant de partir à la salle de sport et qu'il n'y avait absolument rien sur la poignée de la porte. Cela signifie que quelqu'un s'est approché, l'a enroulé autour de la poignée pendant que j'étais à la salle de sport. J'étais assez effrayée. C'était le début du crépuscule, mais il y avait encore un peu de lumière, heureusement. Ma mère m'a calmée, alors que mon père pensait toujours que nous exagérions. Je suis allée à la porte. J'ai pris mes gants pour le camion de mon père et j'ai pris la serviette brune sur la poignée de la porte et je l'ai jetée par terre très vite. J'ai gardé les gants. J'ai ouvert la porte, je suis rentrée, j'ai mis les gants dans la machine à laver. Puis j'ai nettoyé la poignée de ma porte d'entrée avec des lingettes Clorox. J'ai ensuite fermé la porte et les verrouillée, ne sachant pas quoi faire du sac en papier qui traînait sous le porche. Je dis sac en papier maintenant parce que lorsque je l'ai regardé sur le sol à travers la fenêtre, je pouvais clairement voir qu'il s'agissait d'un petit sac en papier brun et que ce n'était pas du tout une annonce que quelqu'un met sur les portes des gens. Cela ressemblait au type de sac en papier qui contient les sauces ou les restes d'un restaurant et il était enroulé en forme de C après avoir été installé autour de la poignée. J'ai continué à regarder à l'extérieur de ma maison à travers mes fenêtres, mais je n'ai jamais vu personne, ni même eu le sentiment d'être observée. J'ai réussi à retrouver mon calme et j'ai attendu que ma sœur et son petit ami rentrent à la maison. J'ai appelé mon propre petit ami et je lui ai raconté tout ça. Il m'a promis qu'il serait là pour moi le reste du temps où mes parents seraient absents, parce qu'il était vraiment effrayé à l'idée que quelqu'un puisse venir déposer un sac brun sur notre porte, que celui-ci ait du fentanyl ou autre chose. Ma sœur est rentrée à la maison et je lui ai dit, ainsi qu'à son petit ami, tout ce qui s'est passé. Ça les a vraiment effrayés. En supposant qu'il y avait probablement du fentanyl à l'arrière, leur présence m'a donné un peu de courage. Je suis donc retournée dehors avec des gants et j'ai ramassé le sac en papier brun suspect. Je suis retournée à l'intérieur pour leur montrer. Ils se sont tous les deux rassemblés autour de moi et protégés quand j'ai commencé à défroisser le sac de sa forme en C. Sur la partie qui touchait la poignée de la porte, il y avait un liquide transparent et gluant qui avait la consistance de la morve étalée sur toute la surface intérieure. Nous sommes tous devenus silencieux, alors que nos nouvelles craintes étaient encore plus grandes que les précédentes. J'ai fermé le sac d'un clic et je l'ai mis à la poubelle. J'ai enlevé les gants et je les ai mis dans la machine à laver. C'était la fin de l'histoire et rien de nouveau n'a été bizarre depuis lors. J'aurais vraiment aimé que nous ayons des caméras ou une alarme pour avoir plus d'informations sur qui, comment et pourquoi. J'aimerais vraiment savoir ce que vous, les gars, pensez que c'était. À tous ceux qui entendent ça, vous pensez que j'exagère ? Vous pensez que c'était vraiment du fentanyl enveloppé dans cette toute petite serviette ? Ou pensez-vous que c'était une tactique de trafic sexuel ? J'habite près de Houston. Pas trop près, mais à bonne distance. Je sais que là-bas, le trafic sexuel est important. Ou peut-être que c'était quelqu'un qui est juste drogué, qui a choisi au hasard notre maison pour s'amuser. Il a mis de la morve sur notre poignée de porte. Mais c'est vraiment pas probable. Parce que on a eu des officiers de police qui patrouillent et jamais ils ont vu des gens comme ça dans le quartier. C'est un petit quartier avec seulement 8 rues et même sans les policiers, c'est un quartier décent, avec peut-être quelques personnes, mais probablement pas des toxicomanes. C'est juste un groupe de personnes âgées. Donc, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez ? Faites-le moi savoir dans les commentaires parce que je me pose encore beaucoup de questions à ce sujet. Ce qui s'est passé dans cette histoire s'est déroulé il y a environ 4 ans. Pour planter le décor, ma famille et moi vivons dans un lieu que l'on pourrait qualifier de beau quartier. C'est en dehors de la ville, et les maisons sont plutôt éloignées les unes des autres, bien qu'on puisse se rendre à pied chez les voisins en moins de 3 minutes environ. Ce n'est donc pas vraiment le type de quartier où beaucoup de choses effrayantes ou bizarres se produisent. La seule fois où j'ai vraiment paniqué à cause de quelque chose qui s'est passé alors que j'y habitais encore, c'était au début de l'été. Mon frère et moi étions à la maison, seuls, tandis que mes 2 parents étaient au travail. J'avais environ 16 ans à l'époque. Nous étions donc assez âgés pour facilement nous débrouiller seuls. Il commençait à faire vraiment chaud à l'extérieur et dans notre maison. En effet, nous habitions dans le sud. J'ai décidé d'ouvrir la porte de notre véranda. J'avais aussi ouvert la porte principale, la porte moustiquaire fermée, pour créer un courant d'air rafraîchissant. Je me suis ensuite allongée sur le canapé et j'ai fini par m'assoupir. J'ai été réveillée par le bruit de la poignée de la porte moustiquaire, qui tournait et semblait être cognée. À ma grande surprise, 2 hommes se tenaient dans l'embrasure de l'entrée.
l'un frappant sur la porte moustiquaire et l'autre forçait sur la poignée comme s'ils cherchaient à pénétrer dans notre maison. J'ai sauté du canapé et je suis rapidement allée à la porte pour leur demander ce dont ils avaient besoin. La demande de ces deux hommes était la suivante. Leur voiture était juste en bas de la rue et leur batterie était morte et ils avaient besoin d'un coup de main. Je ne pensais pas vraiment qu'ils avaient des intentions malveillantes. Alors je leur ai dit d'attendre une seconde et que j'allais appeler mon père pour lui demander s'il avait des câbles de démarrage dans le garage. J'ai fermé la porte principale qui était ouverte et je suis allée chercher mon téléphone sur le canapé. Les deux hommes sont restés dans la même position et m'ont regardé à travers la porte pendant que j'appelais mon père. Dès le début de notre conversation, mon père était très bizarre une fois que je lui ai raconté ce qui s'est passé. Il m'a dit qu'il n'avait pas de câble de démarrage avec lui dans son camion et que je devais dire au gars d'essayer ailleurs. Après avoir raccroché le téléphone avec mon père, je suis retournée à la porte et j'ai dit aux hommes que je n'avais pas de câble de démarrage. Je me suis ensuite excusée de ne pas pouvoir les aider et j'ai refermé la porte. Je les ai regardés marcher juste après les buissons, puis ils se sont alignés sur notre allée. Ils sont montés dans une vieille berline argentée, puis ils sont sortis de notre quartier très rapidement. J'ai immédiatement commencé à paniquer, car ils venaient littéralement de me dire que leur batterie était morte et qu'ils avaient besoin d'être aidés. J'ai rappelé mon père et je lui ai expliqué qu'ils sont montés dans une voiture qui était censée être morte et qu'ils étaient ensuite partis en trombe. Il m'a dit de verrouiller les portes et d'appeler le 911 si quelqu'un d'autre venait. Heureusement, personne n'est revenu et rien de tel ne s'est produit. Je ne veux même pas commencer à imaginer ce qui me serait arrivé s'il y avait eu des câbles de démarrage dans ma maison. C'est arrivé quand j'étais seule à la maison quand j'étais enfant. C'était l'été et j'étais à la maison pendant les vacances estivales. Mes deux parents étaient au travail et je pense que j'avais environ 12 ans. J'ai un grand frère et il était allé chez l'un de ses amis ce jour-là. Quand j'étais seule à la maison, je traînais et je faisais ce que je voulais. En général, j'allais sur l'ordinateur que nous avions et je jouais à Minecraft ou quelque chose comme ça. C'était probablement en début d'après-midi et j'étais sur l'ordinateur dans le salon depuis un moment. Je suis allée dans la cuisine pour prendre quelque chose à manger. La cuisine était à l'arrière de la maison, élevée d'un demi-étage par rapport au reste de la demeure. Je mentionnerai également que le quartier était plutôt moyen et plutôt calme. Ce fut quand j'étais dans la cuisine que j'ai vu quelque chose par la fenêtre. J'avais à peine vu un mouvement au début, mais on aurait dit que quelqu'un passait par là. Je me suis déplacée vers une autre fenêtre pour voir ce que c'était. Et c'est alors que j'ai vu un homme marcher vers l'arrière de la maison. Il portait un gilet et un casque de chantier. J'ai réalisé que ça devait être le releveur de compteur. Je me souviens qu'il venait de temps en temps chez nous. Je me suis calmée presque immédiatement. J'étais un peu inquiète de voir un homme marcher dans notre jardin, mais il s'est rendu à l'arrière de notre maison et près d'une des fenêtres du sous-sol. Je suis retournée chercher de la nourriture dans la cuisine. Après avoir passé 5 bonnes minutes dans la cuisine, j'ai regardé et j'ai remarqué que le type était toujours là. D'habitude, ils vont et viennent rapidement et il ne reste qu'une minute tout au plus. Je suis retournée dans le salon pour retourner sur l'ordinateur, mais peu de temps après, j'ai eu le sentiment que je devais me lever et m'assurer que l'homme était parti. Ce fut peut-être parce que j'étais seule à la maison et que j'étais un enfant, mais j'étais vraiment paranoïaque. Je me suis retournée prudemment vers la fenêtre et j'ai vu que l'homme était toujours là. Je n'arrivais pas à le croire. Je ne pouvais pas dire ce qu'il faisait exactement parce que je voyais qu'une partie de lui depuis l'angle où je me trouvais, c'est-à-dire un peu plus haut que lui. Il semblait faire quelque chose et il était près de la fenêtre du sous-sol, mais je pouvais pas dire ce qu'il faisait exactement. J'ai pensé à descendre et à regarder par la fenêtre, mais je savais que l'homme me verrait tout de suite si je le faisais. Je me suis dirigée vers une autre fenêtre à l'étage qui aurait un meilleur angle, mais je devais faire attention à ce que l'homme ne me voie pas. Malheureusement, j'ai vraiment foiré en marchant. J'ai accidentellement heurté une boîte de conserve qui se trouvait près du bord d'un comptoir dans la cuisine. Je l'ai renversée et elle est tombée par terre en faisant un énorme bruit. L'instant d'après, j'ai vu l'homme s'éloigner rapidement. Il s'est déplacé, il est retourné sur l'avant de la maison. J'ai observé l'homme marcher nonchalamment dans la rue jusqu'à ce que je ne puisse plus le voir. Je me suis dit qu'il était vraiment suspect et je me suis même demandé s'il s'agissait bien d'un releveur de compteur. Pourquoi est-ce qu'il serait parti si soudainement comme ça si ça l'était ? Mais j'étais juste heureuse qu'il soit parti. Je suis retournée à l'ordinateur et j'y suis restée jusqu'à ce que mon frère et mes parents reviennent à la maison. Quand ils sont revenus, je n'ai même pas pensé à leur parler de l'homme qui était là. Je pensais qu'il était parti pour de bon. La chambre de mon frère et la mienne se trouvaient au sous-sol et la chambre de mes parents était à l'étage. Parce que c'était l'été, nous restions dehors à peu près aussi tard que nous le voulions. Je me souviens que cette nuit-là, mes parents sont allés se coucher et mon frère est descendu dans sa chambre. Je suis restée debout et j'étais sur l'ordinateur. Toutes les lumières de la maison étaient éteintes à l'exception d'une petite lampe dans le salon, près de moi. Je suis restée sur l'ordinateur jusqu'à ce que je sois vraiment fatiguée, c'est-à-dire probablement vers 1h du matin. Puis j'ai éteint la lampe et je suis descendue me coucher. Quand je suis descendue, j'ai dû passer devant le petit salon qui se trouvait dans le sous-sol pour aller dans ma chambre. En passant devant, j'ai vu quelque chose à la fenêtre. L'homme était de retour.
Je ne voyais que la silhouette d'un homme, mais je pouvais deviner de qui il s'agissait. Il était à la même fenêtre que celle où je l'avais vu plus tôt dans la journée. J'ai alors entendu des bruits provenant de la fenêtre comme si elle allait s'ouvrir. J'ai eu soudain très peur. Il faisait vraiment sombre en bas et j'ai appuyé sur l'interrupteur de la lumière. Ça a éclairé d'un coup toute la pièce et, à cause de ça, je ne pouvais plus très bien voir l'homme. J'ai entendu du bruit, juste derrière la fenêtre, et j'ai eu l'impression qu'il s'enfuyait en courant. J'ai couru moi aussi, pour remonter à l'étage, dans la chambre de mes parents. J'ai frappé à leur porte et j'ai crié pour qu'ils se réveillent. 1 minute plus tard, mon père est sorti et m'a demandé ce qui se passait. Le temps que j'explique tout, l'homme était parti depuis longtemps. Mon père est sorti et a inspecté tout autour de la maison. Il a pu constater que la fenêtre arrière que l'homme avait essayé d'ouvrir était très abîmée. Elle s'était presque détachée. C'était comme si l'homme avait essayé d'enlever la fenêtre et de pénétrer dans la maison. Il était à 2 doigts d'y parvenir. Après cela, bien que l'homme ne soit jamais revenu, je me souviens avoir eu très peur pendant un moment qu'il revienne, et j'ai dormi à l'étage sur le canapé parce que je m'y sentais bien plus en sécurité. Heureusement, il n'est jamais revenu. Ça s'est passé quand j'étais à l'université. Pendant l'été, je vivais avec mes parents dans leur maison familiale. J'avais presque tout le sous-sol pour moi, et n'y descendais pas souvent quand je n'étais pas là. Il y avait une grande télévision, puis ma chambre et une salle de bain. C'était vraiment bien d'avoir tout cet espace. Je suis rentrée de l'école en voiture après avoir terminé mes examens et j'ai emballé mes affaires du dortoir de l'université. Quand je suis arrivée à la maison de mes parents, ils allaient sortir et ils m'ont dit qu'ils reviendraient dans quelques heures et qu'ils seraient sortis pour la nuit, ce qui signifiait que je serais seule à la maison. J'avais ma propre clé de maison, alors quand je suis revenue, j'ai pu entrer dedans et j'ai passé un premier temps à déballer mes affaires et en ranger une partie dans un entrepôt et l'autre dans le sous-sol. Je suis descendue au sous-sol et je suis restée dans la pièce principale où j'ai regardé la télévision pendant un certain temps. C'est à ce moment-là que j'ai cru entendre un bruit venant de l'intérieur de ma chambre. Je n'étais pas encore rentrée et la porte était fermée. Je n'avais aucune idée de ce que ça pouvait être, mais je n'étais pas effrayée par le bruit ou quoi que ce soit d'autre. Je me suis levée et j'ai marché jusqu'à la porte, puis je l'ai ouverte. J'ai entendu le bruit de la porte de mon placard qui se refermait. C'était un peu hors de ma vue et quand j'ai regardé vers elle, la porte était complètement fermée. Soudain, je me trouvais inquiète de savoir ce que ça pouvait être. Seule une personne pouvait fermer la porte comme ça, et j'étais tout seule à la maison. J'ai pensé à ouvrir la porte du placard, mais j'ai décidé de ne pas le faire. Au lieu de cela, j'ai fait demi-tour et je suis sortie de la pièce. Je ne voulais plus être au sous-sol, et je suis montée dans le salon, à l'étage. J'étais probablement là-haut depuis 30 bonnes minutes, sans que rien ne se passe, à regarder la télé. Je me relaxais sur le canapé quand j'ai entendu le bruit de quelqu'un qui montait. Je savais que ce n'était pas mes parents parce qu'ils n'étaient pas encore rentrés à la maison. J'ai regardé vers les escaliers. La personne n'était pas encore dans mon champ de vision, mais j'ai continué de regarder. Puis j'ai vu un homme commencer à se manifester, qui montait les escaliers vers moi. Il avait l'air un peu plus âgé que moi, mais il avait une barbe et des cheveux longs. Il avait l'air d'être sous l'emprise d'une sorte de drogue ou quelque chose comme ça. Alors qu'il s'approchait de moi, je me suis rapidement levée. J'ai reculé et je lui ai demandé qui il était. Le gars n'a rien dit, il a juste continué de s'approcher. Je lui ai dit qu'il devait sortir de chez moi ou j'allais appeler la police. Le type n'a rien dit et a continué à s'approcher de plus en plus de moi. J'ai reculé autant que possible et j'allais bientôt atteindre le mur. Il a continué à s'approcher de moi, j'ai alors couru sur le côté et j'étais maintenant dans le coin arrière de la maison. Le gars continuait à venir. Il s'est approché de moi et a commencé à me charger. Ce type devait être fou lorsqu'il s'est jeté sur moi. Je me suis dégagée de son chemin et il a attrapé une partie de ma jambe et je suis tombée au sol. L'homme est tombé aussi. J'ai pu me lever avant lui et j'ai couru jusqu'à l'escalier. Et je les ai descendus le plus vite possible. Quand je suis arrivée en bas, j'ai ouvert la porte et j'ai quitté la maison. Le fou a fait la même chose, mais peu après moi. J'ai sprinté dans la rue du quartier en criant au gars de s'éloigner de moi et il a arrêté de me poursuivre et s'est mis à errer dans la cour de quelqu'un d'autre. Quand j'ai finalement réussi à me calmer, j'ai contacté le 911. Lorsque la police est arrivée dans la rue, je ne savais plus où était le gars. J'avais marché jusqu'à notre maison et je me tenais dans la cour d'entrée. Le gars a été retrouvé environ 15 minutes plus tard. Je suppose qu'il s'est caché dans le jardin de quelqu'un et cette personne l'a vu et a appelé la police qui se trouvait déjà à quelques maisons de chez moi. Je ne sais vraiment pas comment il est entré dans la maison et depuis combien de temps il y était. Je suppose qu'il est entré peu après le départ de mes parents. Je sais qu'il était là tout le temps que j'étais là et ça me donne vraiment la chair de poule. Je vis seule dans un appartement qui est très proche du centre-ville d'une grande cité. Il y a beaucoup de gens qui vivent dans le quartier, mais je n'ai jamais été le témoin de rien d'aussi fou jusqu'à récemment. L'histoire s'est déroulée il y a quelques mois. Je venais juste de rentrer à la maison. J'ai fait une longue journée de travail et j'aime mon travail, mais qu'est-ce qu'il peut être fatigant. Après avoir marché jusqu'à la maison,
Je suis entrée dans mon immeuble et je suis montée au 4e étage où se trouvait mon appartement. Je suis entrée à l'intérieur, j'ai fermé la porte et je l'ai verrouillée comme je le faisais toujours. Puis je suis allée prendre une douche et mettre des vêtements confortables avant d'aller au lit. Je m'étais éloignée d'une dizaine de mètres de ma porte d'entrée quand j'ai entendu la poignée tourner. Quelqu'un essayait d'entrer. C'était étrange et c'était quelque chose qui ne m'était jamais arrivé auparavant. Je me suis arrêtée dans mon élan, puis je me suis approchée de la porte et j'ai regardé dans le couloir. Il n'y avait personne. La personne qui avait essayé d'entrer venait de partir, je suppose. Peut-être que c'était une erreur ou peut-être que c'en était pas une. De toute façon, j'étais vraiment fatiguée et je voulais juste prendre une douche et aller me coucher. Environ 20 minutes plus tard, j'étais au lit et sur mon téléphone avant de m'endormir. Pendant ce temps, toutes les lumières de mon appartement étaient éteintes et c'était complètement silencieux à l'intérieur. C'est alors que j'ai entendu la poignée de ma porte tourner. Mais pas une seule fois cette fois, à plusieurs reprises. On ne frappait pas, mais je savais que celui qui avait essayé d'entrer était probablement de retour. Je ne pouvais pas dormir avec l'idée que quelqu'un essayait d'entrer dans mon appartement. Je me suis levée du lit et j'ai marché sur la pointe des pieds jusqu'à la porte pour regarder dehors. Cette fois-ci, j'ai vu quelqu'un, un homme, qui se tenait juste devant ma porte d'entrée. J'ai un peu paniqué quand je l'ai vu. Il avait l'air un peu louche. Il n'était pas bien habillé. Il se tenait là et il regardait ma porte. Puis il a essayé de l'ouvrir une fois de plus. Il a observé un temps le couloir, puis il est revenu à ma porte. J'ai continué à le regarder, il est resté là pendant encore 1 minute, puis il s'est tourné vers la droite et a commencé à s'éloigner dans le couloir. Le couloir menait directement aux escaliers et à l'ascenseur. J'ai attendu pour m'assurer que le type partait, et environ 10 secondes après qu'il ait quitté mon angle de vue, j'ai ouvert ma porte sans un bruit. Je me suis faufilée dans le couloir et j'ai fait quelques pas pour m'assurer que le gars allait partir, en espérant que j'aurais l'esprit tranquille et que je pourrais retourner au lit. Au début, j'ai vu l'homme à une bonne distance dans le couloir, s'éloignant encore. Il était presque au bout du couloir, mais il s'est arrêté, s'est retourné, et m'a fait face, et a commencé à se diriger vers moi. Sa marche s'est rapidement transformée en sprint. Je me suis dépêchée aussi vite que j'ai pu pour retourner à l'intérieur de mon appartement et fermer la porte. Dès que j'étais à l'intérieur, je l'ai claquée, je l'ai verrouillée. L'homme a atteint la porte probablement 1 seconde plus tard et a essayé de l'ouvrir à nouveau. Après avoir réalisé qu'elle ne s'ouvrait pas, il a frappé plusieurs fois sur la porte. J'ai crié de l'autre côté en demandant ce que l'homme voulait. Il ne m'a pas répondu. Il est resté debout. Je l'ai regardé se tenir là et essayer d'ouvrir la porte à nouveau. J'ai crié que j'appelais la police. Puis l'homme a finalement tourné les talons et s'est éloigné. Je n'étais toujours pas convaincue qu'il était parti. J'ai attendu environ 1 heure en vérifiant ma porte de temps en temps qu'il ne revenait pas. Il n'est pas revenu. Et finalement, j'ai pu retourner au lit. Je n'avais jamais vu cet homme avant cette nuit-là. En y repensant, je pense qu'il m'a probablement suivi dans la rue jusqu'à mon domicile. J'avais même pu le laisser entrer dans mon immeuble sans le savoir. Je n'avais vraiment pas prêté attention en rentrant chez moi à la maison. Mais maintenant, je le fais. J'avais 14 ans, et ma mère et moi vivions dans un mobil-home de 3 chambres à coucher. Depuis que nous avions quitté mon père, ma mère travaillait à plein temps, ce qui signifiait que du lundi au vendredi, j'avais la maison pour moi tout seul pendant environ 2 heures après être rentrée de l'école et avant qu'elle ne rentre du travail. Je passais généralement mon temps sur mon ordi ou à travailler à la rédaction de ma campagne de D&D. Et en un rien de temps, ma mère rentrait à la maison. Du moins, c'était à ce moment-là que je me sentais à l'aise dans ma maison et que tout changea. Un jour, je me suis fait surprendre par un cambriolage. Je venais rentrer de l'école et quand je suis entrée dans ma maison, tout semblait normal. J'ai verrouillé la porte derrière moi avant de me déchausser. Alors que j'étais en train d'enlever mes chaussures, j'aurais juré que j'avais entendu quelque chose venir de la pièce où nous stockions nos cartons de déménagement à l'arrière de la caravane. J'ai d'abord pensé qu'il s'agissait d'une boîte ou la maison qui travaillait, alors je n'ai pas prêté attention au bruit. Mais avant de me lever pour enlever mes chaussures, je l'ai entendu à nouveau. Cette fois, ça m'inquiéta un peu. Alors j'ai décidé d'appeler pour voir si ma mère n'était pas encore rentrée plus tôt. Mais quand j'ai crié, il n'y a pas eu de réponse. J'avais l'impression qu'il y avait quelque chose d'étrange. J'ai décidé de vérifier la pièce rapidement avant de me mettre à l'aise. La tête par la porte, j'ai fouillé du regard autour de moi. Mais d'après ce que j'ai pu voir, rien n'avait changé, ce qui m'a rassurée. J'avais bien entendu la maison travailler. Après cela, j'ai repris ma routine habituelle. Je suis entrée dans ma chambre et j'ai posé mon sac à dos sur mon lit. Puis je me suis rendue à la cuisine pour prendre une collation rapide. J'ai ouvert le placard et j'ai sorti un cake aux fruits. Mais avant de pouvoir l'ouvrir, j'ai entendu un autre son venant de la pièce arrière. Mais cette fois-ci, il était suivi de quelque chose d'autre qui m'a secouée jusqu'au plus profond de moi-même. Après le son de quelque chose qui s'est écrasé sur le sol dans la pièce, j'ai entendu ce qui était sans aucun doute un homme émettre une simple toux. Je laisse tomber mon casse-croûte et j'ai instinctivement commencé à courir à travers la maison et à me diriger vers ma chambre.
Je ne sais pas pourquoi j'ai choisi ma chambre plutôt que la porte d'entrée, peut-être parce que c'était l'endroit où je me sentais le plus en sécurité. Mais quoi qu'il en soit, j'ai sprinté jusqu'à ma chambre qui se trouvait 2 portes plus loin que la pièce du fond, et sans hésiter, j'ai fait la seule chose à laquelle j'ai pu penser. Comme je l'avais vu dans les films, j'ai attrapé ma chaise de bureau en bois et appuyé contre la porte de ma chambre. C'était le bon moment, car dès que la porte a été fermée, l'inconnu dans ma maison a commencé à cogner contre la porte de ma chambre. J'ai reculé de terreur et j'ai commencé à regarder autour de moi pour trouver ce que je pouvais faire, et c'est là que j'ai repris mes esprits. J'ai regardé vers ma fenêtre et j'y ai vu mon échappatoire. J'ai pu l'ouvrir et pousser la moustiquaire avant de passer à travers. Comme nous vivions dans une caravane, la fenêtre était seulement à 1,50 m du sol. Une fois que j'étais hors de la maison, j'ai couru rapidement et ai traversé mon jardin jusqu'à la maison de mon voisin. Il ne lui a fallu que quelques secondes avant qu'il n'ouvre la porte après que j'ai commencé à frapper dessus en criant à l'aide. Mon voisin a ouvert la porte, je lui ai expliqué ce qui se passait et il n'a pas posé de questions. Dès qu'il a vu la panique sur mon visage, il m'a fait entrer chez lui et nous avons attendu tous les deux que la police et ma mère arrivent à la maison. La police arriva 30 minutes avant ma mère, mais il était déjà trop tard pour attraper l'intrus. Celui-ci avait déjà quitté la maison, non sans l'avoir détruite. Les 3 pièces semblaient avoir été saccagées et la collection de bijoux de ma mère avait disparu. Pendant un long moment, je préférais rester chez mon voisin ou chez un ami après l'école, en attendant que ma mère rentre à la maison. Je ne me sentais pas à l'aise à l'idée d'être seule dans ma maison. J'ai récemment emménagé dans ce quartier pittoresque de la banlieue, et depuis, je ressens un sentiment de malaise. Les habitants étaient assez amicaux, ils me saluaient toujours et ils me souriaient chaleureusement quand je passais près d'eux. Mais il y avait quelque chose dans leur regard qui me mettait mal à l'aise. Un soir, en rentrant du travail, j'ai remarqué un prospectus dans ma boîte aux lettres, une invitation à rejoindre la surveillance du quartier, un groupe de résidents qui se consacre à la sécurité de la communauté. Je me suis mis à rire parce que j'ai toujours pensé que c'était un truc assez vieux jeu. Puis j'ai réfléchi à l'idée d'assister à une réunion de ce genre. Mais mon emploi du temps était déjà chargé et j'avais peu de temps à consacrer à des activités sociales à l'époque. Au fil des semaines, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que les membres du groupe de surveillance devenaient de plus en plus présents. Ils parcouraient les rues à toute heure, ils avaient même des talkie-walkie qui crépitaient et ils échangeaient des mises à jour et des rapports. C'était plutôt ringard, mais j'appréciais leur dévouement à notre sécurité. En fait, je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment qu'ils me surveillaient d'un peu trop près. Il convient de noter que ces descentes et cette attention non désirée n'étaient pas nouveaux pour moi. Oui, j'ai une crête vert fluo et un papillon de nuit tatoué sur le cou, donc... Un soir, après avoir travaillé tard au bureau, j'ai trouvé ma porte d'entrée grande ouverte. La panique m'a envahie et je me suis précipitée à l'intérieur, craignant le pire, à savoir d'être cambriolée. À mon grand soulagement, rien ne semblait manquer ou être endommagé. J'ai mis cela sur le compte de ma propre négligence et j'ai décidé d'être plus vigilant à l'avenir. Après tout, il y avait beaucoup de vent et je suppose qu'il est possible que j'ai laissé la porte légèrement ouverte. Cependant, les incidents ne se sont pas arrêtés là. Au cours des semaines suivantes, j'ai trouvé mes poubelles renversées, mon jardin piétiné et ma voiture vandalisée. J'ai signalé ces événements à la police, mais il n'y a jamais eu aucune piste ni aucun suspect. Ma suspicion à l'égard de la surveillance de quartier et des gens bizarres qui en faisaient partie s'est accrue avec l'augmentation de ces actions fréquentes destinées à me brimer. Malgré tous ces incidents, la surveillance de quartier était toujours dehors et dans les environs, à chaque fois que je leur demandais s'ils avaient vu quelque chose, ils se contentaient de hausser les épaules et semblaient peu réceptifs. J'ai commencé à me demander s'ils étaient derrière les incidents et s'ils me visaient pour des raisons que je ne pouvais pas comprendre. La peur et la paranoïa qui m'envahissaient étaient palpables et me laissaient constamment sur le qui-vive. J'étais déterminée à trouver des réponses et j'ai donc décidé d'assister à la prochaine réunion du comité de surveillance du quartier. En entrant dans le centre communautaire, j'ai senti le poids de tous les regards qui étaient clairement braqués sur moi. La salle était silencieuse et les membres échangeaient des regards inquiets. Mais je me suis dit que je jugeais peut-être trop leur attitude. La réunion a commencé par les mises à jour habituelles et des rapports. Mais je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer la tension qui régnait dans l'air. Lorsqu'est venu le moment des questions nouvelles, j'ai rassemblé mon courage et j'ai confronté le groupe au harcèlement dont je faisais l'objet, allant même jusqu'à accuser la garde d'avoir une sorte de vendetta contre moi. J'ai été accueillie par un mélange de choc, de sympathie et de déni. Plusieurs membres ont insisté sur le fait que le groupe n'avait rien à voir avec ces incidents. D'autres ont suggéré que je m'étais peut-être fait des ennemis dans le quartier et que ces personnes étaient peut-être celles qui me causaient des problèmes. La réunion s'est terminée et j'ai ressenti un étrange mélange de frustration et de désespoir. Il semblait que personne n'était prêt à admettre ses torts ou à m'aider à trouver la vérité. J'ai décidé que si je voulais des réponses, je devais les trouver par moi-même. Au cours des semaines suivantes, j'ai effectué ma propre surveillance secrète, pour ainsi dire, en documentant discrètement les mouvements et les actions. Un soir, j'ai dû travailler tard. Lorsque je me suis garée dans mon allée, j'ai remarqué que le spot placé juste au-dessus de ma porte latérale était allumé. Avec ce pressentiment, j'ai décidé de laisser ma voiture garée sur la route et je me suis tranquillement dirigée vers la porte latérale. Quand je suis entrée,
j'ai trouvé 2 de mes voisins qui avaient l'air d'essayer de trouver quelque chose dans la cuisine. J'ai sorti mon téléphone portable, j'ai commencé à enregistrer une vidéo et je n'arrive pas à croire ce que j'ai filmé. Mes voisins semblaient bricoler quelque chose dans les tiroirs de ma cuisine. Heureusement, dans la vidéo, on peut clairement voir et entendre qu'ils discutent d'appeler les flics. Je suis restée cachée et j'ai laissé les 2 hommes quitter ma maison. Alors que je reconstituais ce puzzle étrange, une théorie glaçante m'est venue à l'esprit. Ces membres de la surveillance du voisinage pensaient que mon apparence non conventionnelle faisait de moi une menace pour la communauté, et ils avaient dû se dire que c'était à eux de se débarrasser de moi. Maintenant que j'avais une preuve avec la vidéo, je suis allée voir la police pour leur montrer. Ils ont été consternés par mes découvertes, et ils ont décidé de prendre des mesures immédiates. Les membres coupables ont non seulement été retirés de la surveillance du quartier, mais, heureusement, ils ont également été arrêtés pour plusieurs chefs d'accusation. Maintenant que la vérité a éclaté, la surveillance du quartier de ma petite ville a été complètement démantelée. Ne sachant pas si quelqu'un d'autre était impliqué avec ces 2-là, j'ai eu de plus en plus de mal à faire confiance à qui que ce soit. Heureusement, peu après, le harcèlement a complètement cessé. Et j'ai eu l'impression que ma vie était enfin revenue à la normale. J'avais réussi à dénoncer tout cela par moi-même, et cette épreuve m'avait rendu plus fort, je crois. En fin de compte, mes actions ont déclenché une conversation dans le quartier sur la tolérance et l'acceptation. Les gens ont commencé à s'ouvrir les uns aux autres en partageant leurs expériences et leurs points de vue, et par conséquent, notre communauté est devenue plus inclusive et plus compréhensive. Quant à moi, j'ai décidé de rester dans le quartier, déterminée à être une force de changement positif, même si j'étais un peu paresseux et que je ne voulais pas partir. J'ai même été jusqu'à créer ma propre surveillance de quartier en utilisant mon nouveau sens des responsabilités pour protéger et améliorer la situation de mes voisins et de ma communauté. Bien que les marques laissées par ces incidents durant des semaines seraient toujours présentes, elles m'ont également rappelé la force et le courage que chacun d'entre nous peut trouver, même face à toutes les difficultés. Mon expérience m'a appris que se défendre et rechercher la vérité, même si le chemin est difficile, bizarre et parfois effrayant, peut avoir un impact durable sur vous et ceux qui vous entourent. En 2019, j'ai quitté la côte ouest pour m'installer dans une petite ville du nord de l'État de New York. La ville avait ce côté charmant que l'on retrouve presque dans un film de Hallmark. Tout le monde semblait être amical et serviable, et je me suis sentie accueillie dans la communauté peu de temps après avoir emménagé. Quelques mois plus tard, l'un de mes voisins a fait du porte-à-porte pour informer tout le monde qu'il y avait eu un vol dans le hangar qui se trouvait dans leur cour. Le voleur supposé avait volé un désherbeur, une tondeuse à gazon et d'autres outils d'extérieur. Bien que la nouvelle du vol ait choqué et effrayé certains habitants du quartier, je ne me suis pas sentie mal à l'aise ni vraiment paranoïaque. Ayant vécu dans un quartier difficile auparavant, j'étais en quelque sorte désensibilisée au vol. Cependant, j'ai rassuré mes voisins d'une voix inquiète en leur disant que je resterais à l'affût de tout comportement de ce genre. Quelques semaines se sont écoulées sans que l'on entende parler d'un quelconque vol dans le quartier, jusqu'à ce qu'un après-midi, en rentrant du travail, je trouve un prospectus dans ma boîte aux lettres avec l'entête surveillance du quartier. Le flyer n'était pas vraiment officiel. Il n'y avait pas d'équipe de surveillance officielle, mais plutôt un groupe de voisins qui souhaitaient se réunir pour mettre un terme au vol en cours. Confus, car je n'avais pas entendu parler ni été informé d'autres crimes dans le secteur, je suis allée chez mon voisin, Cliff, et lui ai demandé s'il avait entendu parler de quelque chose. Cliff était de l'un de ces types stoïques. Il avait plus de 70 ans, était veuf, sa femme Irène était décédée quelques années avant que j'emménage. Même si Cliff était silencieux, il était l'une des personnes les plus gentilles que j'avais rencontrées depuis que j'avais emménagé en ville. Il m'avait aidé à réparer ma voiture, mon sèche-linge, et m'avait même installé une nouvelle porte coulissante après qu'une tempête avait fait tomber un arbre sur la précédente. Je ne lui avais jamais demandé de faire quoi que ce soit, mais il a toujours insisté en disant que cela lui donnait l'occasion de sortir de la maison et d'être productif. J'aimais son comportement calme et tranquille, car il me rappelait mon père. Lorsque j'ai demandé à Cliff s'il avait entendu parler des effractions récentes, il a grommelé de sa voix rauque en disant « Je ne sais pas grand-chose, seulement que des voyous sont entrés par effraction dans des hangars et ont volé des choses. J'ai l'impression de perdre la tête. » J'ai acquiescé et j'ai discuté avec lui avant de m'en retourner dans son allée. Quand j'ai été à quelques mètres de lui, il m'a crié « Hé, faites attention, verrouillez bien vos portes !» J'ai entendu dire que ceux qui font ça s'introduisent dans les maisons maintenant. J'ai souri et je l'ai remercié une dernière fois. Ce soir-là ne fut pas différent des autres. J'ai préparé mon dîner, bu quelques verres de vin et travaillé un peu sur mon ordinateur. Vers 11h du soir, j'ai cru entendre quelque chose à l'extérieur, comme une toux ou quelque chose du genre. Je me suis dirigée vers la grande fenêtre de mon salon et j'ai regardé à travers les stores. De l'autre côté de la rue, j'ai vu l'un de mes voisins qui regardait ma maison. C'était étrange et un peu effrayant.
Mais je me suis dit qu'il pouvait simplement être en train de regarder les étoiles, alors je n'y ai plus prêté attention. Quelques minutes plus tard, je n'arrivais pas à me débarrasser de ce sentiment bizarre et horrible dans mon estomac. J'ai décidé de me lever et de prendre un autre verre de vin. Ma cuisine se trouve à l'arrière de la maison et j'ai une de ces grandes baies vitrées au-dessus de l'évier du comptoir qui donne sur l'arrière-cour. J'ai un grand jardin qui se termine par une petite zone boisée. Alors que je me servais un autre verre, j'ai regardé par la fenêtre et j'ai cru voir du mouvement. J'ai éteint les lumières de la cuisine pour ne pas être visible de l'extérieur. J'ai placé mes mains en coupe et j'ai regardé à travers la vitre de la fenêtre. À mon grand désarroi, il y avait une personne dans mon jardin qui regardait ma maison. Et je ne pouvais pas dire qui c'était parce qu'il faisait trop sombre et qu'elle était assez loin, mais il s'agissait indéniablement d'une personne. Alors que je me tenais là, dans une sorte de panique, la silhouette de la personne a commencé à trottiner en direction de ma maison. J'ai reculé d'un bond en essayant de me remettre les idées en place. J'ai décidé d'appeler la police, mais mon téléphone était dans l'autre pièce. Alors que je reprenais mon calme, j'ai entendu une forte détonation à l'étage et je me suis à nouveau figée. Durant ces brèves secondes de panique, j'ai entendu des pas lourds à l'étage. J'ai couru jusqu'à l'armoire du salon et je me suis cachée sous toutes les couvertures. Mon téléphone était toujours sur l'autre table et je ne savais pas quoi faire. À ce moment-là, je n'avais aucune idée du nombre de personnes qui se trouvaient dans ma maison et du danger qui me guettait réellement. Quelques secondes après m'être cachée, j'ai entendu les lourdes bottes qui descendaient mes marches en bois dur. Par un pur coup de chance, on a frappé à la porte et les pas se sont arrêtés brusquement. Les bottes semblaient être juste devant ma porte. Un autre coup à la porte a retenti, et cette fois-ci suivi de la phrase « Bonjour, y a-t-il quelqu'un dans cette maison ? C'est la police !» J'ai entendu les pas se déplacer un peu plus vite et s'arrêter dans une autre pièce. Je pouvais entendre à l'oreille que l'intrus ne se trouvait plus près de la porte du placard. Je n'avais plus qu'un seul espoir. Je suis sortie du placard en courant jusqu'à ma porte d'entrée. Je l'ai ouverte et, heureusement, c'était un véritable officier de police. J'ai commencé à plaider frénétiquement qu'il y avait quelqu'un dans ma maison et que j'avais entendu les pas aller dans une telle direction. Les deux policiers ont couru à l'intérieur et en un rien de temps, ils escortaient un homme hors de ma maison, menotté. Je me suis sentie mal en regardant les officiers arrêter l'homme. Non pas parce qu'il y avait un intrus dans ma maison, mais parce que cet intrus était Cliff. Cliff, le voisin. Je suis restée sans voix pendant qu'il marchait en marmonnant une sorte d'absurdité pour lui-même. Pendant que je parlais aux flics dehors, j'ai remarqué le voisin d'en face que j'avais vu fixer ma maison et l'autre personne que j'avais vue dans l'arrière-cour qui s'approchait de moi. Je me suis immédiatement mis en mode défense, pensant que ces deux personnes faisaient partie de l'intrusion. Mais je n'aurais pas pu me tromper davantage. Ces deux personnes étaient en train de se promener tard dans la nuit et avaient vu Cliff entrer par ma fenêtre à l'étage. Ils ont appelé la police et surveillaient les mouvements de Cliff à l'étage. Je suppose qu'ils ne voulaient pas attirer l'attention sur la situation au cas où je serais en danger immédiat. Après enquête, ils ont découvert que Cliff était aussi le voleur du voisinage. Il a admis avoir volé toutes ses affaires et s'être introduit dans ma maison. Mais il n'a jamais admis ce qu'il avait prévu de faire à l'intérieur de ma maison ce soir-là. Ce qui me rend encore un peu malade quand j'y pense. Je suppose qu'après la mort de sa femme et son départ à la retraite, il s'ennuyait et cherchait toute forme d'amusement qu'il pouvait trouver. Il a trouvé cette excitation en volant et malheureusement, cette envie a grandi. Avec le recul, je suis reconnaissant pour notre petite surveillance du quartier improvisé. S'il n'y avait pas eu mes charmants voisins, la fin de cette histoire aurait pu être bien différente. Ma mère était du genre à ne dépendre de personne, jusqu'à ce qu'elle soit amputée de ses deux jambes. Elle vivait de la sécurité sociale et n'était pas une femme riche. Lorsqu'elle est rentrée de rééducation, mon frère et moi avons dû trouver quelqu'un pour l'aider à se lever et à se préparer le matin, ainsi que pour la mettre au lit. Elle se débrouillait bien pendant la journée avec son fauteuil roulant solide. Mon frère travaillait à des heures bizarres pour les chemins de fer et j'habitais loin. Nous n'étions donc d'aucune aide. Heureusement, elle avait une voisine qui était aide-soignante et qui lui avait offert ses services pour 15 $ de l'heure. Elle l'a fait de manière professionnelle et je n'arrivais pas à croire à quel point nous avions de la chance. J'appelais ma mère tous les jours pour prendre de ses nouvelles et elle semblait aller très bien. Un matin, j'ai appelé et elle pleurait. Elle m'a dit que le mari de l'aide-soignante était venu ce matin-là et avait essayé de l'embrasser et l'avait fait s'allonger nu pendant un long moment et il faisait froid. J'ai dit à ma mère « Comment ça peut être vrai ? Qui essayerait d'embrasser une personne amputée de 80 ans ?» Je n'avais pas non plus engagé un homme inexpérimenté pour s'occuper de ma mère. J'ai appelé l'aide-soignante et elle m'a dit qu'elle avait une urgence et qu'elle avait dû appeler son mari pour qu'il puisse venir l'aider. J'ai raconté à cette femme ce que ma mère m'avait dit et nous avons convenu que ma mère était peut-être atteinte de démence. Elle m'a dit que son mari ne ferait jamais ça, surtout à une femme de 80 ans qui n'a plus de jambes. Ma mère m'a alors dit qu'elle ne voulait plus jamais les voir dans sa maison, puis elle nous a quittés le lendemain, sans prévenir. Je pense qu'elle devait savoir que c'était un pervers. Peut-être qu'elle l'était aussi. J'ai malheureusement honte d'admettre que je n'avais pas vérifié les antécédents. La fois suivante, je suis allée chez eux pour leur payer ce que je leur devais. Mais c'était la première fois que je rencontrais le mari.
Il n'a pas voulu me regarder dans les yeux. Je suis repartie avec le sentiment que ma mère avait probablement raison. Bien plus tard dans l'année, lors de ma visite suivante, j'ai appris qu'il était en prison pour avoir abusé des petites filles de sa femme qui portaient encore des couches. Je ne cesserai jamais de me sentir coupable de ne pas avoir cru ma mère. Qui sait ce qu'il lui a réellement fait? L'a-t-il drogué? Et est-ce qu'il a essayé de l'agresser sexuellement? A-t-il fouillé dans ses affaires? A-t-il essayé ses vêtements? J'espère que ce bâtard pervers pourrira en prison, ou que d'autres prisonniers entendront ce qu'il a fait aux petites filles et aux personnes âgées, et qu'ils lui rendront la monnaie de sa pièce. J'ai grandi dans une région rurale du Vermont, sur une route de montagne. Derrière notre maison, il y avait un terrain où je jouais souvent. Il y avait aussi des bois à l'extrémité du terrain. Et si vous les traversiez, cela vous menait à un autre champ. L'ensemble était clôturé car les vaches étaient placées à l'intérieur chaque été. Le champ appartenait à un agriculteur local. Je jouais souvent avec les vaches et je les avais aussi suivies dans leurs différents chemins à travers la forêt. Un jour, alors que j'avais environ 12 ans, je jouais dans les bois comme d'habitude et j'étais montée sur le dos d'une des vaches qui marchait lentement. Et moi, je mangeais des mûres que j'avais cueillies. Elle suivait un chemin dans les bois qui, je le savais, nous menait dans une clairière dans laquelle j'avais beaucoup aimé m'asseoir. Lorsque nous y sommes parvenus, j'ai jeté un œil à la clôture qui bordait la propriété d'un de nos voisins. Cet homme m'avait toujours rendu nerveux. Ses cheveux étaient emmêlés en un gros nœud et il sentait horriblement mauvais. Malheureusement, il était dehors dans son jardin et il m'a tout de suite repéré. Il n'était pas propriétaire du champ ni des vaches, alors ça m'a pas trop alarmé. Je suis descendue du dos de la vache et j'ai commencé à fouiller dans le buisson des baies. Soudain, j'ai entendu le bruit d'une clôture en fil de fer barbelé claquer. Puis j'ai regardé en arrière et l'homme était en train d'escalader avec un fusil. J'ai couru rapidement dans les bois pour me cacher, pensant qu'il ne me suivrait pas. Mais c'est ce qu'il a fait. J'entendais le bruit des bâtons qui craquaient alors qu'il me poursuivait. Je me suis agenouillée sous quelques branches pour reprendre mon souffle et je me suis assis aussi calmement que j'ai pu et j'ai tendu l'oreille. Il était certainement toujours là. Mais j'avais encore une longueur d'avance sur lui. Je savais qu'il y avait un endroit un peu plus haut où je pouvais me faufiler sous la clôture et déboucher sur la route. J'ai pris mes jambes à mon cou et je suis sortie rapidement du pâturage. Une fois sur la route, je me suis arrêtée pour regarder en arrière, posant que j'étais maintenant en sécurité. L'homme était sorti des bois et il est resté là, pointant son arme sur moi. J'ai cru que j'allais mourir sur le champ. J'ai alors marché lentement vers l'arrière en le regardant pendant tout ce temps. À ce moment-là, un véhicule est arrivé au coin de la rue et quand je me suis retournée, j'ai vu qui c'était. Je me suis retournée vers l'homme et il n'était plus là. J'ai évité ce pâturage pendant très longtemps après cela. Je suis un homme de 21 ans et ma petite amie en a 20. Nous avons loué un appartement pour 1 mois. Le quartier était isolé et après la tombée de la nuit, tout le monde s'occupait simplement de ses propres affaires. Les voisins se parlaient à peine et ne sortaient même pas le soir. Notre appartement se trouvait dans un immeuble de 4 étages et chaque étage était composé d'un seul appartement. Tous les appartements étaient très compacts et construits pour être loués à des étudiants. La nuit où nous avons emménagé, nos robinets n'avaient plus d'eau. Alors je suis montée à l'étage dans l'espoir d'en emprunter aux personnes qui vivaient en haut. Je me suis rendu compte que 2 des 4 appartements étaient vacants et qu'ils étaient également fermés à clé. L'appartement du 4e étage était éclairé de l'intérieur. J'ai donc décidé de sonner, mais à ma grande déception, personne n'a répondu. Au cours de la semaine suivante, nous nous étions habitués à entendre le bruit de quelqu'un frappant une tige ou une sorte de métal sur le sol ou encore un autre objet. Cela commençait tard dans la nuit, après 1h30 du matin, et continuait pendant des heures. Au début, nous n'y prêtions pas vraiment attention, mais au bout d'un certain temps, cela nous a intrigués. Le son provenait clairement d'un des 2 appartements au-dessus de nous, mais comme je l'ai déjà mentionné, 2 des 3 appartements étaient pour sûr vacants, et le 3e semblait l'être aussi. Mais comme je l'ai dit, il était éclairé de l'intérieur. J'ai frappé plusieurs fois à sa porte, mais personne n'a jamais répondu. Les bruits de coups se faisaient entendre tous les jours, et certains soirs, très tard, nous pouvions entendre quelqu'un monter les escaliers de l'immeuble. Il semblait que nous étions les seuls à vivre dans cet immeuble, surtout pendant la journée et jusqu'à très tard dans la nuit. Nous avions inventé des théories pour essayer de nous convaincre que ce n'était rien. Mais le rythme des coups était bien trop irrégulier pour que le vent ou quelque chose d'autre qu'une personne puisse en être à l'origine. Cela commençait presque tous les jours à la même heure. Nous avions interrogé les gens autour de nous, mais nous n'avions pas obtenu de réponse satisfaisante. Personne ne savait si quelqu'un vivait là. Vers la fin de notre séjour, j'ai vu un homme à l'allure louche monter à l'étage pendant la journée. Je lui ai demandé s'il était le propriétaire. Il m'a répondu qu'il l'était, ainsi que celui du 4e. Je lui ai demandé si quelqu'un vivait là-bas, et à propos des étranges bruits de coups, il m'a répondu que personne n'y vivait, et qu'il cherchait des locataires. Il m'a également dit qu'il n'avait aucune idée de ce qui se passait au 4e étage. À ma grande surprise, il m'a demandé « Alors, combien de temps allez-vous rester ici ?»« Encore 4 jours, en fait nous partons le 30 de ce mois, lui ai-je répondu. Il m'a demandé si quelqu'un d'autre avait loué l'endroit pour le mois suivant, et je lui ai répondu que je ne savais pas. Le plus étrange, c'est que pendant les 4 jours qui ont suivi, il n'y a pas eu de bruit de coups, ni de bruit de quelqu'un montant les escaliers tard dans la nuit. Cependant, le stage de ma copine a été prolongé de 2 jours et nous avons décidé d'y rester,
Et comme je l'avais prévu, les bruits de coups ont repris après le 30, le jour où nous devions partir. Je ne sais pas ce que c'était, je pense que je ne le saurai jamais, mais je suis simplement heureux que nous ayons quitté cet endroit sans conséquences bizarres. Cela m'a fait vraiment peur parfois, et je me sens vraiment mal en y pensant, même maintenant. Cette histoire vraiment effrayante s'est produite il y a plus de 10 ans, alors que j'étais sur le point d'entrer dans l'adolescence. Mon ami et moi, nous nous promenions dans le quartier où j'habitais, comme nous le faisions toujours. Nous nous étions éloignés de plusieurs pâtés de maison, lorsque 2 chiens se sont mis à aboyer comme des fous alors que nous passions devant eux. C'étaient des pitbulls. Les chiens creusaient le sol sous leur clôture, où il était clair que c'était un endroit par lequel ils s'étaient échappés auparavant. Nous pouvions voir que les chiens étaient sur le point de s'échapper. Alors mon ami et moi avons commencé à courir. Alors que nous voyions les chiens se lever pour se déchaîner et venir vers nous, nous sommes entrés dans le jardin de cette personne et nous avons grimpé à un arbre dont les branches nous permettaient de nous hisser. Les chiens étaient maintenant au pied de l'arbre en train d'aboyer, ce qui a poussé le propriétaire de la cour où nous nous trouvions à sortir et à tirer sur les chiens. Alors que nous étions encore dans l'arbre, le propriétaire, qui avait l'air d'avoir une 50aine d'années, a commencé à nous dire d'aller dans son garage pour qu'il puisse nous mettre en sécurité. Mon ami et moi, nous nous sommes regardés l'un l'autre, sachant pertinemment qu'il s'agissait d'un danger. Nous lui avons dit que nous allions bien et que nous allions rentrer chez nous. Mais il était au pied de l'arbre à ce moment-là et tentait de nous amadouer pour qu'on puisse le laisser nous aider à descendre. Le ton et les manières sinistres qu'il employait étaient complètement absurdes. Et même en tant que jeune garçon, nous pouvions dire qu'il s'agissait d'un prédateur. L'homme n'arrêtait pas de regarder dans la rue pour s'assurer que personne ne regardait ce qui se passait. Mais finalement, quelqu'un qui promenait son chien dans la rue s'est approché. Et j'ai dit que c'était mon parent. Nous avons sauté à terre tandis que l'homme reculait et nous avons couru vers cette personne comme si nous la connaissions. Je me demande toujours ce qui serait passé si nous avions laissé l'homme nous protéger. Lorsque j'avais une vingtaine d'années, j'ai travaillé au McDonald's de mon quartier comme deuxième source de revenus pour payer mes frais de scolarité. J'ai suivi des cours de médecine en ville, ce qui n'était pas bon marché du tout. J'ai un cours tous les lundis et mercredis soirs, ce qui signifie que je dois me coucher tôt pour me réveiller pour le travail le lendemain matin. Mon directeur, en bon connard qu'il est, m'a donné une semaine d'ouverture de poste en sachant que j'avais des cours. Un matin, je suis arrivée au travail avec mon collègue pour sortir la nourriture et aider à remplir les sauces pour ouvrir le restaurant. Nous préparons tout pendant que j'essuie les tables pour que nous puissions ouvrir à 4 heures, ce qui est l'heure à laquelle McDonald's ouvre habituellement ici au Canada. Nous sommes donc en train de faire notre travail quand, tout à coup, nous voyons un homme qui regarde à l'intérieur depuis les portes vitrées. Il frappe sur les portes dans une sorte de mouvement rapide, comme s'il voulait entrer. Je lui fais une sorte de signe de refus en lui disant que nous sommes fermés. Il a cependant insisté pour entrer en disant qu'il avait faim et qu'il voulait juste manger un morceau. Je me suis excusée et lui ai dit que nous étions fermés et qu'il devait revenir dans 1 heure pour que je puisse le servir, ce qui a semblé le rassurer puisqu'il est parti en disparaissant dans la nuit. Je continue d'aider mon collègue à passer la serpillière avant de voir l'homme se diriger vers les portes avec ce qui semble être un club de golf. Comme prévu, il a brisé les portes en verre et a pénétré à l'intérieur. J'ai dit à ma collègue que nous devions sortir par la porte de derrière et appeler la police. C'est ce qu'elle a fait et nous quittons le McDonald's. Heureusement, la police est arrivée à temps pour attraper cet homme en train de fouiller dans notre caisse. Pendant que la police l'immobilisait, ma collègue et moi avons entendu une agitation et quelques coups de taser. Après cela, la police nous a donné le feu vert pour retourner au travail. Alors que nous entrions, nous avons vu la police forcer l'homme à s'asseoir sur le siège arrière de la voiture de patrouille. Son visage restera à jamais gravé dans ma tête. Lorsqu'il nous fixait, c'était un regard menaçant et vengeur, comme si la première chose qu'il ferait une fois sorti de prison serait de revenir pour nous. L'intérieur du McDonald's n'était plus qu'une épave. De l'argent était éparpillé sur le sol et les murs étaient couverts d'eau, des tasses cassées et même des aliments renversés sur le sol. Nous avons bien sûr dû nettoyer tout cela et finir de tout préparer pour l'ouverture, tandis que la police se tenait prête à s'assurer que nous n'avions pas de problème. La police se tenait prête à assurer notre sécurité. Nous avons ouvert et la journée s'est déroulée comme prévu, sans aucune autre perturbation. La semaine suivante, un employé d'un autre McDonald's a été blessé au cours d'une réunion lors d'un vol à main armée à proximité de notre établissement. J'ai démissionné après avoir appris cela, car je ne voulais pas risquer de me mettre en danger. Mon quartier était connu pour être l'un des plus sûrs de Vancouver. Il était donc rare qu'une telle chose se produise. J'ai fini par travailler en freelance par la suite, et j'ai fini par obtenir un diplôme pour devenir infirmière à plein temps. Bref, c'est mon histoire, et c'est aussi la raison pour laquelle je ne travaillerai plus jamais dans un fast-food étranger.
En 2009, alors que j'étais en première année d'université, je vivais dans une petite ville des États-Unis qui était une zone globalement sûre dans mon état. J'ai même dit à mes amis que certains des criminels de ma ville étaient polis. Les gens de la ville étaient polis. En bref, c'était une belle petite ville qui méritait vraiment plus d'attention. Les gens étaient gentils et on n'entendait presque jamais les sirènes de police. Un soir, quelques-uns de mes amis de l'université et moi-même venions de terminer un concert de notre école donné par un groupe local qui n'a jamais réussi à s'imposer. Mais ils étaient tout de même bien connus dans la région, surtout si on aimait la musique. Nous avons quitté l'école en essayant de trouver un endroit où manger car nous étions affamés. Il était environ 11 heures du soir, ce qui signifie que la plupart des endroits étaient fermés et qu'il était donc plus difficile pour nous de trouver de la nourriture. McDonald's était à proximité. Puisque nous étions des étudiants pauvres avec peu ou pas d'argent, nous sommes entrés dans le McDo. Nous avons commandé notre repas et nous avons trouvé une table à proximité pour manger. Il y avait 4 personnes. Mon amie Emily, mon ami James, sa petite amie Samantha et moi. Alors que nous sommes en train de manger plus de 40 McNuggets, je remarque qu'un homme entre dans le McDonald's. Il hyperventile comme s'il venait de courir un marathon. Il portait un pantalon de survêtement noir, une chemise blanche et un sac à dos. Il avait l'air ébouriffé, avec des cheveux longs en désordre et semblait ne pas avoir fait de sport depuis des années. Je ne suis pas du genre à juger les gens, mais il y avait quelque chose chez cet homme qui me mettait mal à l'aise. Je ne voulais pas être indiscrète et j'étais trop fatiguée pour m'en soucier. Je n'en pense rien et je continue à manger tout en parlant à mes amis. Je donne un coup de coude à Emily et lui chuchote à l'oreille si elle pense que cet homme n'avait pas l'air d'être dans son assiette. Il se trouve qu'elle est d'accord avec moi et me dit que nous devrions simplement ne pas faire attention à lui. Nous nous concentrons sur notre repas tout en discutant avec nos amis lorsque James se retourne et établit un contact visuel avec l'homme. Mais à peine une minute plus tard, il s'approche de notre table avec une lampe de poche. Il y a des gens qui ont des problèmes de santé, la salle de bain déborde, est-ce que l'un d'entre vous peut m'aider ? On se regarde tous confus et puisqu'on est en train de manger, on lui propose de demander à un employé. Mais il ne tient pas compte de notre suggestion et insiste pour que nous l'aidions. Nous refusons poliment et lui disons non, ce qu'il demande à nouveau. Mais avant que je ne sois sur le point de dire quelque chose, James lui dit d'un ton agacé de nous laisser tranquilles. Son visage est devenu pâle et il s'est emparé d'un verre avant de quitter le restaurant. Samantha n'arrêtait pas de nous dire à quel point cet homme la mettait mal à l'aise et qu'elle jurait l'avoir déjà vu. Nous commençons à lui demander si elle en est sûre et, le cas échéant, où elle l'a vu. Elle répond qu'elle ne se souvient pas, mais qu'elle pense que c'était au cours de la semaine dernière. Avant de rentrer à la maison, Emily dit quelque chose que je n'avais pas réalisé. « Tu sais qu'il n'est jamais allé dans les toilettes ? Comment aurait-il pu savoir que les toilettes débordaient ?» Je la regarde avec ce visage troublé, et c'est là que j'ai immédiatement pensé au sac à dos. Plusieurs questions me sont venues à l'esprit. Pourquoi avait-il un sac à dos ? Quel en était le contenu ? À quoi servit-il ? Etc. Ces questions m'ont préoccupée pendant une bonne semaine. Jusqu'à ce que James ait vu un reportage qui faisait froid dans le dos. Apparemment, la même tactique s'était produite dans un autre restaurant, mais cette fois-ci, elle avait fonctionné. Le même homme avait tenté l'approche et a réussi à attirer une femme qui se tenait près des toilettes pour hommes. Il a réussi à l'attirer à l'intérieur et à faire des choses que je ne mentionnerai pas jusqu'à ce que quelques personnes aident à mettre fin à la situation. Les informations montrant le visage de l'homme à la télévision ont fait que James a presque craché son eau lorsqu'il a vu ça. James a fini par appeler la police pour donner notre tuyau et expliquer ce qui s'était passé. Dans ma ville, la police ne plaisante pas, alors dès qu'il se passe quelque chose de grave, elle est prête à l'arrêter. Samantha s'est souvenue avoir vu l'homme dans un pub où elle se trouvait. Il n'a rien fait, mais elle l'a décrit comme étant ivre et agacé par le barman. Inutile de dire que cette nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans ma ville et même dans mon école, qui était autrefois un quartier agréable où il n'y avait pratiquement pas de crime, a été ravivé par quelque chose. Pour ceux qui se posent la question, oui, il a été jeté en prison. J'ai fini par m'éloigner de ce McDo pendant un bon moment, jusqu'à ce que la paranoïa s'estompe. Ce n'est qu'un an plus tard que j'ai appris une vérité que j'ignorais. James et Samantha avaient déménagé, et c'est Emily qui me l'a dit. Lors d'un dîner avec elle, je lui ai demandé si elle se souvenait de l'homme du McDonald's, il y a plusieurs années. Ses yeux se sont écarquillés, et elle m'a dit qu'elle allait me dire quelque chose qu'elle ne m'avait jamais dit. Il s'avère que l'homme avait mis fin à sa vie en prison il n'y a pas si longtemps. Il ne pouvait plus vivre avec la douleur et a décidé d'en finir. J'ai été choquée quand j'ai appris ça, et je n'arrivais pas à y croire. Mais c'était bien de savoir qu'il ne pouvait plus faire de mal à personne, tout en sachant que notre ville était beaucoup plus sûre.
Bref, c'est mon histoire, et j'espère que vous pourrez tous en tirer des leçons et aider à prévenir la violence. Si vous voyez ou sentez que quelque chose ne va pas, vous devez le dire à quelqu'un. Il y a vraiment des gens dérangés dans ce monde. Quand j'avais environ 10 ans, j'habitais en ville, pas très loin d'un McDonald's. Je me souviens qu'un jour, j'ai convaincu ma mère de me laisser y aller seule pour acheter de la nourriture. Elle était occupée et m'a donné quelques dollars en me disant de revenir rapidement. J'étais excitée, ça me donnait l'impression d'être un adulte de sortir seule. Je l'avais déjà fait plusieurs fois auparavant, et ce n'était pas une chose quotidienne, mais j'avais l'impression d'être un adulte. Je suis partie et je me suis rendue au McDonald's. Il m'a fallu environ 10 minutes pour y aller à pied, et j'ai dû marcher jusqu'au bout de la rue, puis traverser une rue très fréquentée, puis j'ai descendu un peu avant que le McDonald's se trouve à droite. En m'approchant du restaurant, j'ai eu une soudaine envie d'aller aux toilettes. Je me suis dirigée vers les toilettes pour les utiliser avant de commander. Et quand je suis entrée dans les toilettes, il n'y avait personne d'autre. Je suis entrée dans une cabine, mais seulement une minute plus tard, j'ai entendu la porte de la salle de bain s'ouvrir et se fermer, suivie par des pas. Mais les pas n'allaient pas loin. Ils semblaient s'arrêter juste à l'intérieur de la porte et j'ai pensé que c'était un peu bizarre. Je m'attendais à ce qu'ils aillent plus loin, mais ils ne l'ont pas fait. Au bout d'une minute, je me suis baissée et j'ai regardé sous la cabine de la salle de bain où je me trouvais. J'ai vu des chaussures noires. Je voulais partir, mais je devais passer devant la personne, alors j'ai décidé d'attendre dans les toilettes. Je n'arrivais pas à croire que cette personne était restée là aussi longtemps. J'ai décidé de rester dans les toilettes jusqu'à ce qu'elle parte. Finalement, après probablement 10 minutes, j'ai entendu la porte s'ouvrir et la personne sortir. Je me suis sentie beaucoup mieux. Tout cela m'a semblé vraiment étrange. Finalement, j'ai pu quitter les toilettes. Cependant, peu de temps après avoir quitté les toilettes, alors que je m'apprêtais à passer commande, j'ai vu un homme qui était assis dans un coin du restaurant. J'ai remarqué ses chaussures et son pantalon noir et j'ai réalisé qu'il s'agissait probablement du même homme. Je me suis dépêchée d'aller au comptoir pour commander. Ça n'a pas pris longtemps du tout pour que je reçoive mon repas et que je puisse le manger. J'ai quitté le restaurant pour rentrer chez moi. J'ai commencé à remonter le long du trottoir, mais avant d'avoir marché plus de 2 minutes, j'ai eu un mauvais pressentiment. J'ai regardé en arrière et bien sûr, c'était la même chose. Il était un peu en retrait et ne me collait pas à la peau, mais ça m'a quand même rendue nerveuse. Pouvait-il me suivre ? C'était le même homme qui s'était tenu à l'intérieur de la porte de la salle de bain pendant si longtemps. Je regardais en arrière de temps en temps et l'homme était toujours derrière moi. Quand j'ai commencé à marcher plus vite intentionnellement, le gars a certainement fait la même chose que moi. Je commençais à m'inquiéter. Et si cet homme me suivait jusqu'à ma maison ? Et s'il courait derrière moi et essayait de m'attraper ou quelque chose comme ça avant que je puisse rentrer à la maison ? Alors que j'approchais d'une rue animée, je devais m'arrêter au passage piéton avant de traverser. Mais l'homme me rattraperait probablement avant que je ne traverse la rue. J'ai alors décidé de me lancer. J'ai commencé à sprinter en traversant la rue où il y avait encore beaucoup de voitures. Je me sentais confiant de pouvoir y arriver et de ne pas être heurté par une voiture. Mais néanmoins, de nombreuses voitures m'ont klaxonné pendant que je courais. Mais heureusement, j'ai réussi à traverser sans encombre. Et j'ai vu l'homme qui commençait à courir dans la rue. Mais une voiture s'est rapidement approchée de lui et l'a heurté. J'en ai profité pour courir dans ma rue, hors de la vue de l'homme que j'avais vu. J'ai couru tout le reste du chemin jusqu'à la maison et je suis rentrée peu de temps après. Après être rentrée à la maison, j'ai tout raconté à ma mère et par conséquent, je n'ai pas été autorisée à aller quelque part toute seule pendant un certain temps. Mais ça ne m'a pas dérangée du tout. J'avais peur que l'homme ait découvert d'une manière ou d'une autre où nous vivions et je me suis inquiétée pendant des semaines. Mais heureusement, je ne crois pas qu'il l'ait fait car je ne l'ai plus jamais revu après ça. Je travaillais au McDo après le lycée. Je me suis fait quelques amis parmi mes collègues et je n'aimais pas mon travail, mais je ne le détestais pas non plus. La plupart du temps, je travaillais derrière le comptoir à prendre des commandes ou à distribuer de la nourriture aux clients. Un samedi de grande affluence, je me suis retrouvée à travailler de la matinée et l'après-midi pour pratiquement tout le temps. Notre emplacement recevait toujours des tonnes de clients et il était vraiment proche d'un centre commercial et c'était le week-end, ce qui a également attiré beaucoup de monde. Nous étions nombreux à travailler et je me souviens qu'à un moment donné, vers 13h, il y avait beaucoup de monde. Je devais remettre une commande à un client et j'ai appelé le numéro. Une femme s'est approchée et l'a accepté, puis s'est éloignée pour revenir environ 1 minute plus tard. Elle était extrêmement contrariée et m'a cherché et m'a dit que ce n'était pas sa commande. Je lui ai demandé son numéro de commande et lorsqu'elle me l'a donné, j'ai réalisé qu'elle avait pris le mauvais numéro. Celui que j'avais appelé était différent, c'était de sa faute. Je lui ai dit que sa commande serait bientôt prête, mais elle a alors demandé un remboursement et elle a dit qu'elle devrait être gratuite. C'est alors que j'ai essayé de lui expliquer la situation, ce qui s'est avéré être un désastre total. L'endroit était bruyant et la femme ne voulait pas écouter mon explication.
C'est comme si elle ne pouvait pas accepter le fait qu'elle avait fait une erreur. Honnêtement, ça m'a vraiment frustrée. Mais j'ai gardé mon calme et j'ai fini par appeler un responsable pour m'aider à résoudre cette situation et je me souviens que la femme a lu mon nom sur mon badge et qu'elle l'a dit à mon responsable. Mon responsable m'a dit qu'elle allait s'occuper de la situation et que je pouvais retourner au travail pour aider les autres. La femme élevait la voix et provoquait une sorte de scène. Presque toutes les autres personnes à portée de voix regardaient et dévisageaient. Après une dizaine de minutes, la femme a fini par prendre sa commande et s'en aller. J'ai fait de mon mieux pour l'oublier et continuer mon travail. J'ai aidé d'autres clients comme d'habitude pendant une quinzaine de minutes, puis c'était l'heure de ma pause. J'aimais prendre mes pauses dans ma voiture. C'était calme et paisible, loin de l'agitation du McDo. Je m'asseyais là et j'utilisais mon téléphone ou autre chose, puis je retournais à l'intérieur pour travailler. Alors ce jour-là, je suis sortie et j'ai quitté le restaurant pour me rendre à ma voiture sur le parking presque immédiatement. Mais après avoir quitté le bâtiment, j'ai vu la même femme qui avait fait tant d'histoires. Elle était assise à l'une des tables extérieures et nos regards se sont croisés pendant un moment avant que je ne puisse m'empêcher de détourner les yeux. C'était vraiment gênant et j'ai décidé de l'ignorer et de continuer à marcher jusqu'à ma voiture. Je suis passée à côté d'elle et j'ai eu un pincement au cœur en remarquant qu'elle se levait. Elle n'a rien dit, mais j'ai senti qu'elle commençait à marcher derrière moi. J'ai marché jusqu'à ma voiture et quand je l'ai atteinte, je l'ai déverrouillée et je suis montée à l'intérieur. Mais lorsque j'étais dans ma voiture, sur le siège du conducteur, j'ai remarqué qu'elle s'était approchée de la fenêtre du conducteur. Elle a frappé à la vitre et je l'ai entendue parler. J'ai rapidement appuyé sur le bouton de verrouillage avant qu'elle n'essaie d'ouvrir la porte du conducteur. Elle a alors frappé à ma fenêtre. Je l'ai entendue parler. J'ai commencé à baisser ma vitre, curieux de savoir ce qu'elle voulait me dire. Mais dès que je l'ai baissée, elle m'a tendu la main à l'intérieur et je l'ai entendue me dire bonjour. Je me suis sentie en danger et j'ai décidé de faire marche arrière et de laisser la femme debout en train de me crier dessus. Tandis que je conduisais ma voiture hors du parking et que je quittais la ville. Je savais que je ne pouvais pas rentrer chez moi car je devais revenir dans les 15 minutes car c'était la durée de ma pause. J'ai roulé un peu et j'ai appelé ma patronne pour lui faire part de la situation qui venait de se produire. Ma patronne m'avait dit qu'elle était au courant de la situation dans le parking et m'avait dit qu'elle était contente que j'aille bien. J'ai dit que je serais de retour dans les 15 minutes qui suivaient et j'ai tenu parole lorsque je suis retournée au parking du McDonald's. Il y avait toute une scène à laquelle je ne m'attendais pas. Je me suis garée et je suis retournée à l'intérieur pour apprendre ce qui s'était passé. Quelques officiers de police se tenaient autour de l'un d'entre eux qui parlait avec notre manager. Après que la femme m'ait crié dessus dans le parking, un autre employé est sorti pour essayer de la calmer. Un client a fini par appeler la police. La femme a été arrêtée pour trouble de l'ordre public et tentative d'agression après avoir apparemment essayé de frapper un des autres employés. Tout ce que j'ai à dire, c'est qu'elle devait avoir des problèmes de colère ou quelque chose comme ça, parce que je ne pouvais pas croire ce qui s'était passé. J'ai vu quelques clients fous dans mes jours de travail à McDonald's, mais aucun n'a jamais été capable de faire ça. Quand j'avais 7 ans, je suis allée au McDonald's un après-midi ensoleillé avec ma mère et ma petite sœur. La première chose dont je me souviens, c'est qu'il y avait beaucoup de monde. L'endroit était bondé, il y avait des gens partout. Je me souviens que peu après être rentrée, j'ai vu les jouets Happy Meal dans une caisse et je me suis arrêtée pour les regarder. J'ai toujours aimé voir toutes les options possibles de jouets que je pouvais obtenir dans le Happy Meal. Je voulais tous les collectionner. Quand j'ai levé les yeux, peut-être une minute plus tard, ma mère et ma sœur n'étaient plus là. Je pensais qu'elles étaient encore debout. J'ai regardé autour de moi, il y avait des gens partout, mais aucune des personnes que j'ai vues n'était ma mère ou ma sœur. Pendant que je regardais autour de moi, une minute s'est écoulée et une femme s'est approchée de moi. Je ne l'avais jamais vue de ma vie, mais elle semblait savoir qui j'étais. J'ai levé les yeux vers elle lorsqu'elle était juste devant moi. Elle m'a dit que ma mère me cherchait. La façon dont elle l'a dit m'a donné l'impression que j'avais des ennuis. J'avais peur d'avoir des ennuis parce que ma mère m'avait toujours dit de rester près d'elle lorsque nous étions en public. La femme m'a dit de venir et a commencé à marcher, elle m'a pris la main et je l'ai suivie pendant que nous marchions. Elle m'a dit qu'il était dangereux de s'éloigner comme je l'avais fait. La femme m'a emmenée vers la sortie du McDo en allant à l'extérieur. Lorsque nous avons atteint les portes, j'ai eu un très mauvais pressentiment. Je n'avais pas vraiment remis en question cette situation jusqu'à ce moment-là. Mais j'ai alors réalisé que quelque chose ne tournait pas rond. Ma mère n'avait pas encore commandé et nous avions prévu de manger à l'intérieur du restaurant. Alors, pourquoi serait-elle partie alors que nous n'avions pas encore commandé? Alors que nous traversions les portes de sortie, j'ai soudain retiré mon bras de la main de la femme. J'ai couru dans tous les sens, paniquée, à la recherche de ma mère et de ma sœur comme une folle. Je me suis éloignée de la femme le plus possible. Enfin, j'ai trouvé ma mère et ma sœur au comptoir le plus à gauche, sur le point de commander. Quand ma mère m'a vue, elle a dit « Te voilà, c'est le moment de commander !»
Elle a alors commandé notre nourriture et après l'avoir reçue, nous sommes allés au restaurant. Je n'ai pas revu la femme qui a essayé de me faire partir avec elle. Je n'en ai pas non plus parlé à ma mère, ni à personne d'autre à l'époque, car j'avais peur d'avoir des ennuis ou qu'elle soit fâchée. Alors j'ai décidé de garder ça pour moi. Mais avec le recul, je sais que j'aurais dû dire quelque chose et que je n'aurais pas dû la suivre. Plus je vieillis, plus je réalise à quel point j'ai failli me faire kidnapper. Après avoir eu 16 ans, j'ai décroché mon premier emploi au McDonald's du coin. J'étais excitée à l'idée d'avoir enfin un travail et de gagner un peu d'argent. Un lundi soir, tranquille, je me suis retrouvée à travailler derrière le comptoir avec mon seul collègue. La soirée s'était déroulée sans incident et seuls quelques clients s'étaient présentés au cours de la dernière heure. Mais au fur et à mesure que le temps passait, quelqu'un d'autre est entré. L'homme qui a franchi la porte ressemblait à une version adulte de l'enfant sinistre du film Vivarium. C'est ce que je me souviens avoir pensé. Il mesurait une taille imposante d'environ 1,90 m. Il était long et grand et avait un teint très pâle. Il portait un costume et une cravate à pois noirs et blancs. Il avait l'air un peu soigné pour une visite tardive au McDonald's pour un repas. Pour une raison quelconque, ce type m'a fait peur quand je l'ai vu. Et contrairement à d'autres, il n'avait pas l'air d'être un client. Il contournait le comptoir et s'est dirigé vers une table d'angle après s'être assis. Il a sorti une fourchette et une cuillère de sa poche ainsi qu'une petite assiette, ce qui m'a vraiment fait bizarre. Il l'a ensuite posée sur la table devant lui. J'essayais de ne pas fixer le type, mais je ne pouvais pas m'empêcher de regarder. C'était un spectacle étrange, comme s'il était venu préparer pour un repas sans avoir l'intention de commander. J'ai remarqué qu'il n'arrêtait pas de regarder dans ma direction. C'était assez étrange et j'ai décidé de l'ignorer. Je suis retournée à mes affaires en me tenant derrière le comptoir. Alors qu'il était temps de fermer, je n'avais pas vraiment envie de dire au gars qu'il devait partir. Il avait l'air absent et j'étais nerveuse à l'idée de l'approcher. J'ai décidé d'y retourner et d'en parler à mon collègue en espérant qu'il accepterait peut-être de dire au gars de s'en aller. Après 30 secondes, nous sommes sortis pour voir si l'homme était parti. Je ne l'avais pas entendu partir, mais il n'était nulle part dans le restaurant. Nous avons vérifié tout autour, même dans les salles de bain et tout le reste. J'étais tellement soulagée et nous avons continué à fermer l'endroit pour la nuit. Je suis rentrée chez moi après le travail, je suis arrivée à mon appartement et je me suis préparée à aller me coucher. Je n'en croyais pas à mes yeux. Le même homme grand et effrayant marchait sur le trottoir. Je me suis redressée, incrédule, alors qu'il passait. Il s'est arrêté et m'a regardé fixement. Je me suis levée rapidement et j'ai sprinté jusqu'à la fenêtre pour fermer les stores. Mon cœur battait la chamade et je respirais difficilement. J'ai pris quelques instants pour reprendre mon souffle et me calmer. Je n'avais aucune idée de la raison pour laquelle ce type effrayant marchait juste en face de chez moi. Après quelques instants, j'ai ouvert légèrement les stores pour regarder. J'ai gardé mes stores fermés et je suis retournée au lit. Je pense encore à cela tout le temps. C'était peut-être une coïncidence qu'il passe par là, mais j'en ai eu des frissons, surtout quand il m'a regardé. Je ne sais pas si c'est la chose la plus effrayante ou la plus dégoûtante qui me soit jamais arrivée, mais voici ce qu'il en est. Je suis une jeune femme de 17 ans et cela s'est produit il y a environ 3 mois à McDonald's après une bonne séance de yoga. On peut dire que nous sommes des habitués. Nous faisions du yoga ensemble 2 ou 3 fois par semaine, mais ce n'était pas un cours ou quoi que ce soit d'autre, c'était juste moi et 3 de mes amis. Nous avions une autre amie, Olivia, qui se joignait occasionnellement à nous, mais elle était un peu distante. Si elle n'avait pas envie de faire du yoga ce jour-là, nous allions de l'avant et nous ne faisions pas de yoga. Nous étions dans cette routine depuis quelques semaines à ce moment-là, et nous avons toujours fait du yoga sans elle. Il y avait quelque chose à propos de McDonald's qui était comme le plaisir coupable de toute mon existence. Normalement, je n'en prenais pas autrement, mais j'attendais avec impatience les quelques occasions où mes amis et moi y allions. Mais cette expérience a été horrible. J'y suis allée suffisamment souvent pour commencer à reconnaître les gens qui y travaillaient. Je n'ai jamais eu de conversation avec eux, mais je connaissais suffisamment leur visage pour savoir quand quelqu'un que je connaissais travaillait à l'arrière, et c'est exactement ce qui s'est passé cette fois-ci. Mercredi après-midi, j'ai remarqué un type aux cheveux très fins qui avait un visage vraiment effrayant, et je ne suis pas sûre de savoir comment le décrire exactement. Ses yeux étaient énormes, on aurait dit les yeux d'un insecte, et il avait un langage corporel étrange qui m'a toujours fait peur. C'était comme s'il était nerveux ou quelque chose comme ça. Il était en train de frire des frites. Il restait parfaitement immobile pendant une seconde, puis les immergeait très rapidement en un seul mouvement. Puis il éclaboussait de la graisse partout, ce qui était très inhabituel, car j'avais vu suffisamment de gens déposer des frites pour savoir qu'il y avait un moyen plus facile pour lui de les faire frire. Il n'avait pas besoin d'éclabousser comme ça. Je l'observais un jour et nous avons établi un contact visuel.
C'était vraiment inhabituel parce que je le regardais pendant que j'utilisais la carte de crédit de ma mère pour payer mon repas. Il me tournait le dos. J'essayais de voir si je savais qui il était et puis il s'est retourné vers moi pour me regarder. D'un seul mouvement, c'était vraiment bizarre. J'ai donc commencé à le remarquer de plus en plus. Il travaillait toujours lorsque mes amis et moi finissions notre séance de yoga. Mes amis ont également remarqué à quel point il était bizarre et m'ont raconté des expériences similaires. Ce n'était pas assez effrayant pour que nous arrêtions d'y aller ou quoi que ce soit, mais c'était certainement assez pour que je m'en aperçoive. Je me souviens de ce jour en particulier. C'était un week-end parce que je n'avais pas école ce jour-là. Ce jour-là, mes amis et moi venions de terminer une très bonne séance de yoga et nous sommes allés au McDonald's. Bref, mes amis et moi, on a commandé notre repas et nous avons attendu quelques minutes, ce qui a pris un peu plus de temps que d'habitude. Ce qui n'est pas vraiment un problème parce que nous ne sommes pas impatientes ou quoi que ce soit d'autre. Mais voilà la partie bizarre. Il n'était pas occupé. Nous étions pratiquement les seules personnes à attendre. Il y avait une autre personne qui avait déjà commandé, qui était assise et qui mangeait déjà. Je n'ai vu aucune voiture dans le drive et j'ai trouvé cette situation extrêmement bizarre. J'avais remarqué que le type effrayant travaillait, mais je ne l'ai pas vu pendant très longtemps. Il est allé derrière un mur que je ne pouvais pas voir. Après ça, la journée a continué et nous avons pris notre nourriture et nous nous sommes assis. Je commence normalement par manger mes frites et je prends ensuite mon repas principal, quel qu'il soit. Aujourd'hui, il s'agit de nuggets de poulet. J'en ai pris 10 et pendant que je mangeais, j'ai senti l'œil de ce type effrayant qui me regardait. Je me suis sentie vraiment mal à l'aise et j'ai convaincu mes amis de prendre notre repas emporté dans la voiture. Je me suis retournée pour le voir froncer les sourcils. Je n'ai pas arrêté de marcher. Nous sommes sortis et pendant quelques minutes, j'ai eu l'impression d'être paranoïaque et d'avoir réagi de façon excessive. Mes amis le pensaient aussi, jusqu'à ce que je regarde mon repas. J'ai regardé à l'intérieur de la boîte de nuggets et il semblait être recouvert d'une sorte de substance bizarre que je n'arrivais pas à déchiffrer. Je ne savais pas quoi penser et ma réaction immédiate était qu'ils avaient mis de la mayonnaise dessus ou quelque chose comme ça. Heureusement, j'ai été assez intelligente pour en parler à mes amis avant de prendre une bouchée. Mon seul ami a crié que c'était de la semence sur mes nuggets. Plus j'analysais l'étrange substance sur mes nuggets de poulet, plus j'étais convaincue qu'il s'agissait bien de cela. Ça explique certainement pourquoi nous avons mis autant de temps à obtenir notre nourriture. Je n'ai pas compris comment il avait pu faire ça. Ce n'est pas comme s'il l'avait autorisé à faire ça ici. Je ne me sentais pas à l'aise à l'idée de manger ces nuggets de poulet et je les ai jetés sans hésiter. Bien sûr, mes amis n'ont pas consommé le reste de leur repas par précaution. Nous ne savions pas vraiment si nous devions signaler l'incident à la police ou à quelqu'un d'autre, alors nous avons juste ri en pensant qu'il s'agissait d'une de ces expériences folles de la vie, et c'est tout. Je ne suis plus retournée chez McDonald's depuis cette expérience. Mais voilà, c'est l'histoire de comment j'ai commandé des nuggets de poulet et comment le gars bizarre qui travaillait là a mis sa sauce secrète dessus. En 2015, je suis rentré au lycée plus jeune que les autres. En fait, j'ai sauté environ 2 classes étant plus jeune parce que mes parents pensaient que je n'étais pas assez stimulé. Plus simplement, j'étais un enfant intelligent qui pouvait briller durant ses études. Quoi qu'il en soit, cette histoire s'est produite la semaine précédant les vacances de printemps. Je me souviens que j'étais dans ma classe de biologie et que notre professeur parlait de l'examen des grenouilles, ce qui n'avait rien à voir avec le sujet en cours, ce qui nous a fait sourire alors que nous n'étions à peu près qu'à la moitié de son exposé. C'est alors que notre principal, M. Hernandez, a pris le haut-parleur et a annoncé que l'école allait être fermée. Tous les enseignants et le personnel enseignant ont reçu pour consigne de verrouiller leurs portes à clé et de conduire leurs élèves à l'endroit le plus sûr de la salle. Mon professeur nous a demandé de nous rendre à l'arrière de la classe car nous n'avions pas de placard. Il a verrouillé la porte, éteint les lumières et nous avons attendu que tout le monde parte. Nous sommes restés assis dans un silence total pendant quelques minutes avant d'entendre les portes principales du hall s'ouvrir. J'ai pensé que c'était peut-être la police, mais quelque chose me disait que ça n'était pas le cas. Peu de temps après, nous avons commencé à entendre des cris perturbés provenant du fond du couloir. Pour être honnête, je n'étais pas sûr qu'il s'agissait de la voix d'un homme ou d'une femme, mais quelle que soit la personne, elle avait l'air complètement dérangée. Toute la classe a commencé à se regarder les uns les autres, la terreur se lisant sur leurs visages. Puis les lumières se sont éteintes, ce qui a accru notre inquiétude. Les cris se rapprochaient, et j'ai réalisé que c'était un homme. Sa voix était extrêmement grave, et ce qu'il disait me faisait des frissons dans le dos. Il s'approchait de notre porte, frappant dessus et proférant des menaces sur ce qu'il comptait faire une fois à l'intérieur de la salle. Ses paroles étaient terrifiantes au point que la plupart d'entre nous ont envoyé des messages à nos parents et ont appelé le 911. Il a répété ces paroles à chaque porte jusqu'à ce qu'il arrive à la nôtre.
Heureusement, notre école était l'une des rares à avoir des portes blindées, ce qui a rendu ses chances d'entrée très minimes. Même si les portes étaient solides, il les a quand même violemment frappées. Le son de ses coups et ses cris restera à jamais gravé dans ma mémoire. Soudain, il a donné un coup de poing à travers la petite fenêtre en verre, tentant d'atteindre la serrure de l'intérieur. À ce moment-là, tout le monde était terrifié, au point que mon professeur a dû pousser ses mains en dehors de la fenêtre, ce qui a heureusement semblé fonctionner car il a continué à descendre le couloir en émettant des cris terrifiants. Il a avancé en poussant ses cris horribles en direction du bureau principal, mais il n'a pas pu aller bien loin. La police est finalement arrivée sur les lieux et l'a maîtrisé assez facilement. Après environ 1 heure, notre principal a donné son accord pour mettre fin à la journée scolaire plus tôt que prévu. Le personnel de l'école a personnellement escorté les élèves hors du bâtiment en toute sécurité, car nous ne savions pas qui d'autre pouvait être dans les parages. Ce n'est qu'une semaine plus tard que j'ai découvert une vérité choquante sur ce qui avait conduit à cette situation. L'histoire du pourquoi et du comment il était entré dans l'école me hantera à jamais. Il s'avère qu'il était en train d'être transporté vers un établissement lorsqu'il a réussi à arracher la fenêtre qui le séparait du conducteur. Il a assommé le conducteur et a arrêté le véhicule juste à côté de l'école, d'où il est sorti pour pénétrer dans le bâtiment. Cet individu était incroyablement fort et n'avait pas pris de médicaments depuis des jours. Heureusement, le conducteur du véhicule de transport s'en est sorti et a reçu les soins nécessaires, et personne n'a été blessé lorsqu'il est entré dans l'école. Les parents se sont précipités dehors pour récupérer leurs enfants dans la panique, et certains ont même retiré leurs enfants de l'école pendant quelques jours. En ce qui le concerne, il a probablement été ramené dans un établissement psychiatrique où il est toujours détenu. L'école a commencé à mettre en place des exercices de confinement par précaution, mais rien d'aussi grave ne s'est produit depuis. J'espère simplement qu'il reçoit l'aide dont il a besoin. Cette histoire est racontée du point de vue d'une femme et s'est déroulée au printemps 2016, pendant ma première année de lycée. J'avais environ 14 ans à l'époque, et c'est à ce moment-là que l'épidémie d'observation de clowns infâmes avait atteint son apogée. Ces événements avaient explosé sur les réseaux sociaux, attirant l'attention de tout le monde. Si vous étiez un adolescent ou à l'école à cette époque, vous savez certainement de quoi je parle. En bref, c'était la nouvelle grande tendance qui n'a jamais semblé disparaître. J'avais pensé que ce n'était pas aussi grave que certains le prétendaient, mais j'étais loin de me douter que j'avais tort. Pour être précise, cela s'est produit le 25 mars 2016, alors que j'étais dans ma dernière heure de cours de la journée. Si je me souviens bien, j'étais en cours d'histoire et nous venions de terminer un projet sur le Titanic et son histoire. À un moment donné, j'ai demandé à mon professeur s'il pouvait aller aux toilettes pendant 1 minute, puisque j'avais terminé le projet plus tôt que prévu. Étant la gentille et charmante professeure qu'elle était, elle a accepté et m'a donné un laissez-passer. Cependant, les toilettes près de ma classe étaient en train d'être nettoyées, alors j'ai dû utiliser ceux de l'autre côté du bâtiment. En regardant au fond du couloir, j'ai vu une personne habillée en clown. J'ai d'abord pensé que c'était probablement quelqu'un qui faisait une blague. Le costume semblait très réaliste dans les détails, même s'il s'agissait d'une farce. Inutile de dire que cela m'a donné des frissons. J'ai fait un petit signe de tête au clown alors qu'il se dirigeait vers les toilettes pour filles sans trop y penser. Pendant que je faisais ce que j'avais à faire, j'ai entendu l'annonce dans le hall annonçant que nous étions en confinement. Mon cœur a plongé dans mon estomac à ce moment-là. Je savais immédiatement que c'était à cause du clown. J'ai remonté mon pantalon et en levant les yeux, j'ai vu le clown. Sa tête dépassait de la cabine. J'ai poussé la porte et la personne en costume de clown est tombée par terre. Je suis sorti en courant des toilettes, je suis allé directement dans la salle de mon professeur et je l'ai presque supplié de déverrouiller la porte pour que je puisse entrer. Mais je savais qu'elle ne pouvait pas le faire, car il y avait un risque que la personne derrière la porte ne soit pas autorisée à rentrer. Elle m'a dit de l'autre côté de la porte que je devais courir et me cacher dans un endroit sûr. J'ai trouvé un local électrique qui n'était pas verrouillé où je me suis caché. Soudain, j'ai entendu plusieurs bruits de pas dans tout le bâtiment ainsi que des cris de la police. J'ai regardé par l'ouverture de la porte et j'ai vu une dizaine d'officiers et quelques membres du SWAT encercler la zone. Je me sentais en sécurité, mais je ne voulais pas sortir de peur de les effrayer. 10 minutes se sont écoulées et je les ai vus sortir du bâtiment avec 2 clowns menottés. L'un d'entre eux était celui que j'avais vu. L'autre tenait une sorte de machette de samouraï, ce qui s'est avéré être bien réel. Il s'est avéré que ces 2 clowns fréquentaient mon école, mais ils avaient été suspendus pour leur comportement. Ils ont prétendu que c'était juste une tendance et qu'ils n'avaient pas l'intention de faire du mal à qui que ce soit. Mais la police ne les a pas crus, les a arrêtés, quelles que soient leurs intentions. Après cela, j'ai fini par sortir de la salle et je suis allé les voir pour leur expliquer ce qui s'était passé. On m'a emmené dans le bureau du principal où un membre de la faculté était présent et mes parents sont arrivés.
Les 2 clowns avaient été expulsés de l'école et avaient été emprisonnés pendant quelques mois car ils avaient 18 ans. Mes parents m'ont finalement transféré dans une autre école et depuis lors, j'ai toujours eu peur des clowns. Il a fallu près de 6 mois pour que la tendance des clowns s'estompe. Pour être honnête, je n'ai jamais vraiment compris tout le battage médiatique autour de ce phénomène, même avec cette situation. J'ai quand même entendu de nombreux témoignages de personnes ayant rencontré des clowns et ayant failli être blessés. Heureusement, rien de tel ne s'est reproduit depuis. Lorsque j'avais une vingtaine d'années, j'ai trouvé un emploi de concierge dans un lycée du coin pour gagner un peu d'argent en vue d'acheter la voiture que je désirais. Ce n'était pas le meilleur travail, mais il me permettait de participer financièrement et d'aider mes parents à payer les factures. Mes tâches étaient les habituelles du concierge, nettoyer, balayer, laver les vitres, etc. Je travaillais seulement 4 jours par semaine, ce qui m'offrait un horaire décent et un travail convenable. La plupart du temps, je faisais partie de l'équipe de nuit, mais un jour, j'ai été appelé pour travailler pendant la journée. La raison était une farce stupide organisée par quelques aînés pour la fin de l'année. Chaque année, les seniors organisaient ce qu'ils appelaient la farce des seniors, qui les amusait, mais pas les concierges. Pour résumer, cela se transformait souvent en une bataille de nourriture. Donc, moi et un autre concierge, Todd, avons dû nettoyer tout le désordre. Heureusement, c'était à l'heure où tous les élèves étaient en 5e période, donc l'école était relativement calme. Todd et moi nous retrouvions seuls dans la cafétéria. Quoi qu'il en soit, alors que je ramassais les débris, les haut-parleurs de l'école se sont activés et c'était la directrice de l'école qui semblait terrifiée et hors d'haleine pour une raison inconnue. Elle a continué en disant qu'il s'agissait d'un code rouge et Todd et moi avons reçu l'ordre de nous cacher dans le placard et de ne pas sortir avant le signal de fin d'alerte. Nous avons obéi et sommes entrés dans le placard. J'en ai profité pour envoyer un SMS à ma mère pour lui dire que l'école était fermée et que je ne savais pas ce qui se passait. Pendant ce temps, j'attendais dans le placard sans savoir ce qui allait arriver. Soudain, les portes principales de la cafétéria se sont ouvertes brusquement. En levant les yeux, j'ai vu une grande femme pâle debout qui faisait des gestes étranges et émettait des bruits inhabituels. Elle a commencé à se déplacer dans la cafétéria tout en criant des phrases incohérentes, allant de « Sortez, sortez où que vous soyez » à « Je vais tous vous tuer ». Il était évident que cette femme souffrait de problèmes mentaux et qu'elle pouvait être sous l'influence de substances toxiques. Tout à coup, mon téléphone s'est mis à sonner frénétiquement et j'ai vu que c'était ma mère. Malheureusement, son appel a attiré mon attention ainsi que celle de la femme étrange qui se dirigeait dans notre direction. La femme a ensuite commencé à se diriger lentement vers notre placard, le couteau toujours en main. Pendant tout ce temps, elle se déplaçait en se baissant, comme si elle essayait d'être discrète. À ce moment-là, je ne savais pas trop comment me protéger. J'envisageais de me défendre, mais nous étions dans un petit placard sans beaucoup d'espace, et je n'avais aucune idée de ce dont elle était capable, surtout avec un couteau à la main. Alors je me suis contenté de prier pour que tout se passe bien. Je ne pensais pas que ces instants seraient mes derniers, que cette femme allait me tuer. J'ai eu un sentiment de soulagement quand j'ai entendu des cris provenant des portes principales, suivis par l'entrée précipitée de la police. Les officiers, armes à la main, ont ordonné à la femme de se baisser, et nous ont ensuite demandé à Todd et moi de sortir lentement. Bien qu'elle ait tenté de résister à l'arrestation, la femme a finalement été maîtrisée et menottée. Il s'est avéré qu'elle était entrée dans l'école par l'entrée principale où elle avait agressé le directeur et la réceptionniste. À l'époque, l'école ne disposait pas des moyens nécessaires en termes de sécurité et de surveillance. Cet incident a souligné l'importance d'améliorer la sécurité dans les écoles. Heureusement, grâce aux subventions, l'école a pu obtenir de meilleurs équipements de sécurité. La seule raison pour laquelle la police est arrivée si rapidement est qu'il y avait une voiture de patrouille dans le secteur. N'oubliez pas que l'école était relativement éloignée dans la banlieue et qu'il n'y avait pas de poste de police autour. On peut se demander ce qui se serait passé si la police était arrivée 1 minute plus tard. Je suis heureux que personne n'ait été blessé et je ne sais pas comment cette femme se porte aujourd'hui. Mais c'est certainement l'une des situations les plus effrayantes auxquelles j'ai été confronté. Après cet incident, j'ai quitté mon emploi de concierge et je suis retourné à l'école pour obtenir un diplôme en technologie. 15 ans plus tard, je travaille aujourd'hui dans une grande entreprise de design où j'ai heureusement pu faire une bonne carrière. Cet incident me revient encore à l'esprit pendant que je dors. Il m'arrive encore de raconter mon histoire à d'autres, mais la plupart du temps, je la garde pour moi. J'étais l'un des rares chanceux élèves de notre lycée à avoir la permission d'arriver à l'école en voiture à mi-journée. Notre journée scolaire était divisée en 9 périodes, et comme j'avais déjà suffisamment de crédits pour obtenir mon diplôme, j'étais l'un des rares autorisés à ne pas arriver au début de la journée. En fait,
Je pouvais arriver juste avant la 4e période où débutait mon premier cours. Ce jour-là a commencé comme n'importe quel autre. Je me suis réveillé, me suis préparé pour l'école. Ma tasse de café du matin était revigorante et la chaleur constituait un contraste agréable avec la morsure du froid hivernal. J'ai chargé mes affaires dans ma voiture et ai parcouru les 8 miles qui me séparaient de l'école. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner, ce qui devenait rapidement agaçant, car le son de notification interrompait la musique que je diffusais. J'ai ignoré les messages, pensant que je pourrais les vérifier une fois arrivé à l'école. Une fois à l'école, quelque chose a attiré mon attention. Le parking était rempli de voitures, mais pas d'élèves en vue. Bien que je savais qu'il était un peu tard dans la matinée, de nombreux élèves arrivaient généralement vers cette heure-là. Au début, je n'ai pas trop prêté attention à cela et j'ai supposé qu'ils étaient déjà à l'intérieur de l'école et au chaud. J'ai décidé de suivre leur exemple. Je suis sorti de ma voiture, prenant mon téléphone et mon sac, et j'ai verrouillé ma voiture avant d'entrer dans le hall d'entrée. C'est là que j'ai remarqué quelque chose d'étrange, le silence. Normalement, à cette heure-là, le hall était déjà rempli d'élèves se précipitant vers leur prochain cours. J'ai jeté un coup d'œil à ma montre et constaté qu'il était 10h36. Pourquoi le hall était-il si calme à cette heure-là? Cela m'a mis un peu mal à l'aise. Je me suis aventuré dans les couloirs et ai rapidement remarqué que toutes les portes des salles de classe étaient fermées, ce qui n'était pas habituel. La plupart des professeurs laissaient leurs portes ouvertes tant qu'il n'y avait pas trop de bruit dans les couloirs. C'est à ce moment-là que je me suis souvenu des nombreux messages que j'avais reçus en arrivant à l'école. J'ai sorti mon téléphone et découvert plusieurs messages de mon ami qui avait essayé désespérément de me joindre. Les messages étaient en ordre. « Salut, quelque chose d'étrange se passe. »« Hé mec, tu es où? Ne rentre pas !» Et enfin, « Un étranger dans les couloirs, le prof dit qu'il a un couteau. » Mon cœur s'est serré en lisant ces messages, et pour un instant, j'ai retenu mon souffle. J'ai commencé à essayer les poignées des portes de classe, espérant trouver une salle ouverte où me réfugier, mais elles étaient toutes verrouillées. Soudain, j'ai entendu le bruit de basket qui claquait sur le sol carrelé. À ce stade, je savais que je devais me cacher, mais mes options étaient limitées. Je me suis précipité derrière une rangée de casiers et ai essayé de me fondre dans l'ombre du mur. Les pas se rapprochaient, devenant de plus en plus audibles. J'ai cherché désespérément une autre cachette lorsque j'ai entendu une porte s'ouvrir derrière moi. Mon cœur a bondi dans ma poitrine. En me retournant, j'ai été soulagé de voir l'un des gardiens. Il m'a fait signe de me taire et m'a rapidement attiré vers lui. Nous nous sommes cachés dans un placard à fourniture, restant silencieux pendant ce qui nous semblait être une éternité. Nous entendions l'homme inconnu marcher de long en large dans le couloir. Finalement, la police est arrivée et l'homme a pris la fuite. J'ai dû donner ma déposition à l'un des officiers qui m'a dit que j'avais eu de la chance de trouver le placard à fourniture. L'homme portait un grand couteau de chasse. Et un autre officier a ajouté que les choses auraient pu être bien pires si j'avais trouvé une salle de classe ouverte. Je n'oublierai jamais cette journée. Elle s'est déroulée dans mon cours de sciences de la Terre lorsque le silence du hall m'a plongé dans un état d'alerte. Je me souviens encore de cette journée. Elle me rappelle l'insécurité dans laquelle nous sommes constamment. J'étais assis près de la fenêtre pendant mon cours de SVT comme je le faisais souvent. Je me devais d'arriver tôt à tous mes cours pour avoir la meilleure place. Ce jour-là, je regretterais d'avoir choisi de m'asseoir près de la fenêtre, car c'est un jour que je n'oublierai jamais. J'étais donc assis là, faisant de mon mieux pour être attentif à la leçon lorsque quelque chose a attiré mon attention du coin de l'œil. J'aurais juré que j'avais vu quelque chose bouger près de la ligne des arbres. J'ai donc décidé de retourner écouter le professeur. C'est alors que je l'ai remarqué à nouveau, mais cette fois-ci en regardant. J'ai remarqué qu'il y avait un homme adulte qui se tenait debout à côté des pins qui bordaient le champ. Il se tenait juste là, dans ce qui semblait être des vêtements couverts de saleté et un bonnet de ski. J'ai levé la main dans l'espoir d'attirer l'attention de mon professeur, mais lorsque nous nous sommes tous retournés pour regarder par la fenêtre, il n'y avait personne. Le professeur m'a donc dit d'arrêter de faire l'idiot et d'être attentif. C'est ce que j'ai fait. J'ai fait de mon mieux pour effacer toute cette hallucination de mon esprit. J'ai terminé ma journée d'école et je suis rentré chez moi. J'aurais pu prendre le bus si j'avais voulu, mais j'aimais bien marcher. J'ai essayé de faire de mon mieux pour ne pas me méfier, mais j'ai lentement commencé à augmenter ma vitesse de marche. Après ce qui m'a semblé être 10 fois la distance habituelle, je suis finalement arrivé à la maison. Et dès que ma maison a été en vue, j'ai sprinté sur ma pelouse et j'ai franchi la porte d'entrée, je l'ai fermée à clé derrière moi et j'ai commencé à expliquer à ma mère ce que j'avais vu. Elle a rapidement compris que j'étais juste à cran et m'a assuré que tout allait bien. J'ai essayé de faire mon mieux pour être d'accord avec elle, mais quelque chose dans mes tripes ne voulait pas me laisser me calmer après une très longue journée. 10 heures du soir, et il était temps pour moi d'aller dormir.
Mais le sommeil n'est jamais venu. Au lieu de cela, je n'arrêtais pas de me retourner dans mon lit. Je pouvais jurer que je sentais encore quelqu'un qui m'observait. Après quelques heures, j'ai commencé à m'endormir. Et j'ai entendu un bruit qui semblait venu de nulle part. J'ai entendu ce qui ressemblait à un grattage sur la vitre. Et je me suis immédiatement tourné vers ma fenêtre où j'ai vu le bord de la vitre. Je pourrais jurer avoir vu le bord de la chemise de quelqu'un qui se cachait derrière le mur avant que je ne puisse réagir. J'ai traversé ma chambre et j'ai couru jusqu'à ma porte en la claquant au passage quand je suis arrivé chez ma mère. Je suis arrivé dans la chambre de ma mère. Elle m'a dit de fermer la porte, ce que j'ai fait sans poser de questions. Elle m'a dit que quelqu'un était à l'extérieur de la maison. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. La police était déjà en route. Ma mère a sorti son téléphone et a ouvert la caméra de sécurité. L'homme était en train de s'enfuir. La police n'a pas tardé à arriver, même si j'ai eu l'impression que c'était notre heure avant qu'elle n'arrive chez moi. J'ai commencé à parler au policier de l'homme que j'avais vu à l'école plus tôt dans la journée. Il m'a dit que lui et son partenaire allaient fouiller les bois pour voir ce qu'ils allaient trouver. J'ai finalement appris qu'ils avaient trouvé ce qu'ils disaient être le campement d'un sans-abri. Ils ont dit qu'ils avaient aussi trouvé un petit journal avec des dessins de la fenêtre de ma chambre de classe et un autre de ma rue. À ce jour, personne ne sait qui était cet homme ni où il est allé. Tout ce que je sais, c'est que notre chien dort dans ma chambre depuis lors.